Et si je vous disais que chaque personne que vous avez jamais rencontrée, chaque étranger dans la rue, chaque ami, chaque membre de votre famille, partage quelque chose de si remarquable qu'il défie la croyance? Ce soir, cher auditeur, nous allons découvrir l'une des découvertes scientifiques les plus fascinantes. Des preuves génétiques qui révèlent que l'humanité a jadis été au bord de l'extinction, et comment cette quasi-catastrophe a créé les fondations de tout ce que nous avons accompli en tant qu'espèce. Les chiffres sont vertigineux. Il y a environ 70 000 ans, toute l'humanité, la base génétique complète de chaque personne ayant jamais vécu, a été réduite à peut-être 2000 individus seulement. Imaginez cela. 2000 personnes portant le patrimoine génétique complet de milliards d'humains futurs, dispersés à travers l'Afrique durant l'une des périodes les plus difficiles de l'histoire de notre planète. Ce n'est pas de la spéculation ou du folklore ancien. Cette histoire extraordinaire provient de recherches génétiques de pointe, des scientifiques lisant littéralement le récit de survie écrit dans notre ADN. La preuve se trouve sous nos yeux dans chaque cellule de votre corps, une mémoire génétique du chapitre le plus crucial de l'humanité que nous n'avons que récemment appris à décoder. Permettez-moi de vous inviter à imaginer ces paysages anciens un instant. Visualisez les vastes étendues de l'Afrique il y a environ 70 000 ans. Le climat se transformait, devenant plus sec et plus difficile. Les ressources qui avaient soutenu des populations plus importantes devenaient rares. Et dans ce creuset de pression environnementale, quelque chose d'extraordinaire était en train de se produire pour notre espèce. Voici ce qui rend cette découverte si fascinante. Malgré nos milliards d'habitants aux origines diverses aujourd'hui, la diversité génétique humaine est remarquablement étroite comparée à celle d'autres grands mammifères. Les scientifiques appellent ces signatures révélatrices des goulots d'étranglement génétique. Des preuves que notre population s'est un jour contractée à un nombre presque impossiblement petit. C'est comme si toute la diversité génétique de l'humanité était passée par le chat d'une aiguille et avait miraculeusement émergé intacte de l'autre côté. Lorsque les chercheurs ont commencé à cartographier ces modèles génétiques à la fin du XXe siècle, ils ont découvert quelque chose de stupéfiant. Malgré les milliards de personnes qui habitent aujourd'hui la Terre, malgré notre présence sur tous les continents et notre incroyable diversité de cultures, de langues et d'apparences, nous partageons tous une base génétique remarquablement étroite. Imaginez un vaste arbre généalogique s'étendant à travers le temps, dont d'innombrables branches convergent vers un tronc unique et étroit. Nous sommes, au sens le plus littéral, tous cousins, descendants de ce petit groupe qui a réussi à survivre. Le docteur Spencer Wells, un généticien de premier plan, décrit cette période comme le moment où l'humanité a frôlé l'extinction de plus près. Les preuves génétiques suggèrent que pendant des milliers d'années, notre espèce entière a été au bord de disparaître pour toujours. Chaque innovation technologique, chaque œuvre d'art, chaque poème, chaque acte d'amour, chaque moment de compassion humaine qui suivrait, tout dépendait de ce petit groupe de survivants naviguant à travers ce qui a dû être la période la plus difficile de l'histoire humaine. Mais voici où l'histoire devient encore plus remarquable. Ce n'étaient pas de simples survivants, dus au hasard. L'analyse génétique révèle que cette population de goulots d'étranglement possédait quelque chose de spécial, quelque chose qui serait crucial non seulement pour la survie, mais pour l'extraordinaire voyage qui l'attendait. Ils portaient dans leur constitution génétique le potentiel d'une adaptabilité, d'une créativité et d'une résilience remarquables qui permettraient finalement aux humains de se répandre à travers le globe et de prospérer dans des environnements allant de la toundra arctique aux forêts tropicales. Considérez les implications profondes de cette découverte. Chaque réalisation humaine, des premières peintures rupestres aux symphonies de Beethoven, des pyramides d'Égypte à l'exploration spatiale, tout remonte à cette petite bande de survivants qui ont refusé d'abandonner pendant l'heure la plus sombre de l'humanité. Nous sommes littéralement les enfants de héros qui ont affronté des probabilités impossibles et ont trouvé un moyen d'avancer. Quand vous vous réveillerez demain matin et sentirez la chaleur du soleil traverser votre fenêtre, rappelez-vous que ce simple plaisir vous relie à d'innombrables générations qui ont également trouvé de l'espoir dans le retour quotidien de la lumière. Quand vous partagez un repas avec des personnes qui vous sont chères, vous participez au même rituel humain élémentaire qui a soutenu nos ancêtres durant leurs heures les plus sombres. Quand vous faites face à un défi au travail ou dans votre vie personnelle et ressentez cette étincelle de détermination à continuer d'essayer, vous accédez à la même force intérieure qui a porté l'humanité à travers son moment le plus précaire. Les généticiens qui ont découvert ce chapitre extraordinaire de notre histoire ne faisaient pas que révéler des données scientifiques abstraites. Ils dévoilaient l'histoire originelle de chaque qualité humaine que nous chérissons le plus. Notre capacité à aimer, à créer, à persévérer, à garder espoir face à l'adversité la plus écrasante, tout cela a été forgé et affiné pendant le plus grand test de l'humanité.
Les preuves de l'ADN nous montrent que nous ne possédons pas ces qualités par hasard. Elles ont été spécifiquement sélectionnées, renforcées et transmises par des ancêtres qui ont survécu précisément parce qu'ils ont refusé d'abandonner l'avenir. Cette révélation scientifique transforme notre compréhension non seulement de notre origine, mais de qui nous sommes aujourd'hui. Imaginez, si vous le voulez bien, que chaque fois que vous tendez une main secourable à quelqu'un dans le besoin, vous canalisez le même esprit de coopération qui a permis à ces anciens survivants de partager des ressources pendant les hivers les plus rigoureux. Chaque acte de bonté que vous accomplissez, chaque projet créatif que vous poursuivez, chaque moment où vous choisissez l'espoir plutôt que le désespoir, ce ne sont pas de simples choix individuels. Ce sont des expressions de mémoire génétique qui remontent à ces millénaires cruciaux, où de tels choix signifiaient la différence entre l'extinction humaine et la survie humaine. Imaginez un petit groupe blotti autour d'un feu pendant les longues nuits d'hiver sans fin, leurs esprits travaillant non seulement sur la survie immédiate, mais sur quelque chose de plus profond, la naissance même de la créativité humaine. Les preuves archéologiques de cette période montrent l'émergence de nouvelles technologies d'outils, les premiers indices clairs de pensée symbolique et d'expression artistique, et le développement de stratégies de chasse et de cueillette plus sophistiquées. Il semble que la pression de la quasi-extinction ait déclenché quelque chose de profond dans la conscience humaine, réveillant des capacités qui étaient restées dormantes. Imaginez le moment où le premier humain a gravé des motifs abstraits sur une pierre, non pas pour une raison pratique, mais simplement pour créer quelque chose de beau, de significatif. Ce n'était pas simplement de la décoration, c'était la naissance de l'art, de la pensée symbolique, de la capacité humaine unique de créer du sens au-delà de la simple survie. Ces premiers artistes exprimaient quelque chose de profond sur leur vie intérieure, leurs espoirs, leur compréhension de leur place dans le cosmos. Les outils qu'ils ont développés durant cette période n'étaient pas seulement plus efficaces. Ils étaient plus élégants, plus sophistiqués, montrant des preuves de planification et de prévoyance qui allaient au-delà de la nécessité immédiate. Une pointe de lance fabriquée à cette époque pouvait prendre des jours à être achevée, façonnée avec une telle précision et un tel art qu'elle servait à la fois d'outil fonctionnel et d'expression de la créativité humaine. Le plus remarquable, c'est que les preuves suggèrent que ces populations du goulot d'étranglement ont développé les premiers proto-langages suffisamment complexes pour transmettre des concepts abstraits à travers les générations. Ils ne se contentaient pas de grogner et de pointer. Ils racontaient des histoires, partageaient des réflexions philosophiques, créant les riches tapisseries verbales qui deviendraient plus tard la littérature, la poésie et le chant humain. Ce qui est particulièrement émouvant dans cette histoire, c'est la façon dont elle recadre notre compréhension de la nature humaine elle-même. Nous nous concentrons souvent sur les conflits et les divisions qui semblent nous séparer. Mais les preuves génétiques révèlent une vérité plus profonde. Nous faisons tous partie d'une famille étendue, dont les racines remontent à un petit groupe d'individus qui ont fait face au test ultime de la survie et en sont sortis victorieux. Non pas par la violence ou la domination, mais par la coopération, l'innovation et une volonté inébranlable de continuer. Les techniques de recherche qui ont révélé ce chapitre caché de notre histoire sont elles-mêmes des merveilles de la science moderne. En analysant l'ADN mitochondrial, qui se transmet de mère à enfant pratiquement inchangé, les scientifiques peuvent retracer les lignées maternelles à travers le temps. De même, l'analyse du chromosome Y leur permet de suivre les lignées paternelles. Lorsqu'ils ont cartographié ces autoroutes génétiques en remontant le temps, elles convergeaient toutes vers cette période cruciale d'il y a environ 70 000 ans, lorsque la diversité génétique de l'humanité s'est contractée à son point le plus étroit. Mais peut-être l'aspect le plus remarquable de cette découverte est ce qu'elle nous dit sur la résilience elle-même. Ces premiers humains n'ont pas seulement survécu. Ils ont jeté les bases de tout ce qui allait suivre. Ils ont développé les innovations culturelles, les structures sociales et les stratégies d'adaptation qui permettraient, finalement à leurs descendants de devenir l'espèce de mammifère la plus prospère sur Terre. Alors que nous nous enfonçons plus profondément dans cette histoire, imaginez-vous assis aux côtés de ces anciens survivants, sentant la chaleur de leur feu sous les ciels africains étoilés. Vous pouvez presque entendre le murmure doux des voix partageant des connaissances, voir le soin attentif avec lequel ils s'occupèrent de leurs enfants, et ressentir cette détermination inébranlable qui maintenait l'espoir face à des défis écrasants. Ils ne pouvaient donc pas savoir qu'ils portaient l'intégralité du futur de l'humanité dans leurs choix, leurs innovations et leur détermination à survivre. Les implications vont bien au-delà de la simple curiosité historique. Comprendre cette période de goulot d'étranglement aide à expliquer certains mystères de la génétique humaine, comme pourquoi nous avons une diversité génétique relativement faible par rapport à d'autres espèces de mammifères de grande taille, et pourquoi certaines maladies génétiques apparaissent dans des populations qui semblent sans rapport.
Cela fournit également des perspectives sur la psychologie et le comportement humain, suggérant que beaucoup de nos instincts sociaux et stratégies de survie ont été forgés pendant cette période cruciale. Ce qui devient clair à la lumière des preuves génétiques, c'est que la survie n'était pas seulement une question de résilience individuelle, elle nécessitait des niveaux sans précédent de coopération et d'organisation sociale. Ces petits groupes devaient partager des ressources, coordonner les activités de chasse et de cueillette, et prendre soin des membres vulnérables de leur communauté. Les traits que nous considérons comme les plus essentiellement humains, notre capacité à l'empathie, à la coopération et à la planification à long terme, ont probablement été affinés et renforcés durant cette période de défis extrêmes. Lorsque vous vous endormirez ce soir, portez avec vous cette vérité remarquable. Vous êtes le descendant de survivants, d'individus qui ont fait face au test ultime et ont refusé de capituler. Dans votre ADN, vous portez l'héritage génétique de héros qui ont regardé un avenir incertain et ont choisi l'espoir plutôt que le désespoir, l'action plutôt que la résignation. Les preuves scientifiques révèlent couche après couche cette histoire extraordinaire de survie. Lorsque les généticiens examinent aujourd'hui la diversité de l'ADN mitochondrial humain, ils découvrent quelque chose de remarquable, un goulot d'étranglement si sévère que toute l'humanité peut retracer sa lignée maternelle jusqu'à seulement quelques centaines de femmes ayant vécu durant cette période cruciale. De la même manière, l'analyse des chromosomes X révèle que toutes les lignées paternelles humaines modernes convergent vers un nombre tout aussi restreint d'hommes ayant survécu à ces millénaires les plus sombres. Cette archéologie génétique nous révèle que ces survivants n'étaient pas seulement physiquement résistants, ils étaient cognitivement évolués, socialement raffinés et culturellement novateurs d'une manière qui les distinguait nettement des populations humaines antérieures. Les archives archéologiques de cette période montrent les premières preuves claires de comportements symboliques complexes, de technologies d'outils avancés, et du type de pensée stratégique à long terme qui s'avérerait crucial pour l'expansion hors d'Afrique qui suivit. Considérez la force psychologique profonde nécessaire pour maintenir l'espoir pendant une telle période de difficultés prolongées. Imaginez-vous cherchant désespérément de la chaleur pendant un hiver interminable qui semble ne jamais vouloir finir, et pourtant continuant à raconter des histoires pour rassurer des enfants apeurés, tout en gardant foi que le printemps reviendra un jour. Ce n'était pas seulement quelques saisons difficiles, mais potentiellement des millénaires entiers pendant lesquels les populations humaines demeuraient dangereusement réduites, où chaque hiver rigoureux ou sécheresse prolongée aurait pu marquer l'extinction pure et simple de notre espèce. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, ces ancêtres remarquables ont trouvé des moyens non seulement de survivre, mais de préserver et de développer les connaissances et les compétences qui permettraient finalement la plus grande aventure de l'humanité. Mais ce n'est que le commencement de notre histoire. Imaginez-vous debout aux côtés de ces survivants extraordinaires au bord de leur monde connu, pressentant qu'un événement grandiose s'apprête à se produire. Car ces survivants extraordinaires, ayant traversé le creuset de la quasi-extinction, s'apprêtaient à affronter de nouveaux défis qui mettraient à l'épreuve leur résilience nouvellement forgée d'une manière qu'ils n'auraient jamais pu concevoir. Le monde autour d'eux changeait, et les pressions environnementales qui les avaient conduits au bord de l'extinction étaient sur le point de leur présenter à la fois de nouveaux dangers et des opportunités extraordinaires. Le climat se transformait à nouveau, apportant différents modèles de précipitation, de température et de variations saisonnières qui exigeraient des stratégies de survie entièrement nouvelles. Les paysages africains, qu'ils avaient appris à maîtriser avec tant d'habileté, se métamorphosaient, créant à la fois des défis et des opportunités qui exigeraient toute l'adaptabilité et la créativité qui les avaient apportés à travers la période du goulot d'étranglement. Comment se sont-ils adaptés à ces conditions changeantes? Quelles innovations leur ont permis non seulement de survivre, mais d'entreprendre la plus grande expansion de l'histoire humaine? Imaginez-vous debout au bord de leur monde, observant ces survivants remarquables se préparer à écrire le prochain chapitre de l'histoire humaine. Les réponses à ces questions révèlent comment ils ont commencé à transformer non seulement leur propre destin, mais le paysage même des possibilités humaines. Dormez en paix, sachant que coule dans vos veines le sang des êtres les plus résistants ayant jamais existé, et que leur histoire de triomphe face à des défis impossibles se poursuit dans chaque battement de cœur, chaque souffle, chaque instant de votre propre existence remarquable. Et ainsi nous trouvons-nous attirés plus profondément dans ce récit extraordinaire, où l'air même qu'ils respiraient portait le poids du changement. Fermez les yeux un instant et imaginez-vous sortant de votre maison moderne confortable dans un monde où le ciel lui-même semblait différent, où chaque aube apportait l'incertitude inscrite à l'horizon en nuances d'ambre et de pénombre. La terre que nos ancêtres connaissaient se transformait de manières à la fois subtiles et profondes. L'hiver n'était plus le visiteur saisonnier bienveillant qui rythmait la terre de cycles prévisibles. Au contraire,
Il était devenu quelque chose de bien plus redoutable, arrivant avec une emprise glaciale qui semblait se resserrer année après année. Imaginez-vous debout dans ce qui fut autrefois une vallée fertile, sentant le mordant du vent qui porte non seulement le froid, mais les murmures d'un monde en transition. Les étés, autrefois fiables dans leur chaleur, étaient devenus erratiques et brefs. Une saison pourrait brûler la terre avec une chaleur sans précédent, laissant les cultures flétries et les sources d'eau réduites à de simples souvenirs de leur ancienne abondance. La suivante pourrait apporter un refroidissement, si inhabituel que la période des récoltes devenait une course désespérée contre le gel arrivant bien trop tôt. Chaque famille apprenait à lire le ciel comme un texte sacré, cherchant des signes de ce que les mois à venir pourraient apporter. Dans ce paysage transformé, le sol sous leurs pieds racontait des histoires de changement. Imaginez le matin où un ancien remarqua pour la première fois que la rivière familière de son enfance avait changé de cours durant la nuit. Des rivières qui avaient coulé pendant des générations commencèrent à modifier leur tracé, certaines se réduisant à de simples filets, tandis que d'autres débordaient au-delà de leurs berges, lors de crues soudaines et violentes. Le pergélisol, ce fondement ancien des territoires du Nord, commença sa lente retraite, révélant une terre qui n'avait pas vu la lumière du soleil depuis des millénaires. Pourtant, dans ce monde d'incertitude, il y avait quelque chose de remarquable dans la réaction humaine. Imaginez un petit village niché contre des collines ondulantes, où la fumée s'élève des cheminées dans la lumière matinale naissante, et où l'on peut presque entendre les sons doux de la vie quotidienne qui s'éveille. Ces communautés ont affronté chaque défi avec la détermination silencieuse qui a toujours caractérisé notre espèce en temps d'épreuve. Les agriculteurs ont appris à lire de nouveaux modèles dans le sol, adaptant leurs méthodes avec la sagesse des générations combinée à la nécessité de survie. Ils ont développé des techniques innovantes pour stocker l'eau pendant les pluies de plus en plus imprévisibles, créant des réservoirs souterrains et des systèmes d'irrigation ingénieux, qui pouvaient fonctionner même lorsque les cieux retenaient leur abondance pendant des mois. Imaginez-vous parcourant ces établissements pendant les années difficiles, où l'hiver s'étendait plus longtemps que ne le laissait présager la mémoire. Sentez le crissement de la neige sous vos pieds en vous approchant d'une demeure d'où la lumière chaude s'échappe des fenêtres. Vous pourriez voir des familles rassemblées autour des foyers, partageant non seulement la chaleur mais aussi le savoir, transmettant des histoires qui recelaient une sagesse pratique sur la survie dans un monde en constante évolution. Les personnes âgées parlaient des saisons passées, tandis que les jeunes écoutaient avec l'intensité de ceux qui savaient que leur survie pourrait dépendre de se souvenir de chaque détail. Les forêts elles-mêmes étaient devenues des enseignantes dans cette nouvelle réalité. Des arbres qui avaient poussé droit pendant des siècles ont commencé à se pencher et à s'adapter, leurs racines s'enfonçant plus profondément en quête de stabilité, alors que les schémas de précipitation changeaient. Les sages de ces communautés ont appris à lire ces signaux naturels, comprenant que la forêt écrivait des instructions de survie dans le langage des feuilles et des branches. Pendant les périodes les plus rudes, lorsque la morsure de l'hiver persistait bien au-delà de ce qui aurait dû être le printemps, les communautés ont découvert la force profonde qui émerge de l'unité. Imaginez une scène qui capture l'essence même de la résilience humaine. Des voisins rassemblés dans une maison faiblement éclairée, partageant leurs réserves de grains soigneusement rationnés, avec une dignité silencieuse. Des enfants jouant à des jeux qui, sans le savoir, les préparent aux réalités de leur monde en mutation, où le simple acte de partager un repas chaud devient à la fois subsistance et espoir. Les océans, ces vastes étendues bleues qui avaient longtemps été des routes commerciales et d'exploration, ont commencé à parler avec de nouvelles voix. Les communautés côtières se sont trouvées à s'adapter à des eaux montantes qui arrivaient non pas avec une fanfare dramatique, mais avec la persistance patiente des mares qui revendiquent progressivement de nouveaux territoires. Les pêcheurs ont appris à lire différents courants, à trouver l'abondance dans des eaux qui avaient modifié leurs schémas ancestraux. Pourtant, même en ces temps d'incertitude environnementale, il y avait des moments de beauté à couper le souffle. Imaginez-vous debout sur une colline alors que l'aube se lève sur ce paysage transformé, regardant la brume s'élever des vallées où de nouvelles zones humides se sont formées du jour au lendemain. L'air lui-même semblait scintiller de possibilités, comme si la terre murmurait des secrets sur l'adaptation et la résilience. Imaginez ces moments du matin où le monde semblait tout nouvellement créé, où la lumière filtrant à travers des conditions atmosphériques modifiées créait des levées de soleil jamais vues auparavant. Le ciel se peignait de couleurs qui n'avaient pas de nom, passant entre le cuivre, le rose et le violet profond d'une manière qui faisait s'arrêter même les survivants les plus pragmatiques, saisis par l'émerveillement. Ce n'était pas que de beaux spectacles, c'était des rappels que le changement pouvait apporter des merveilles aussi bien que des difficultés, que l'adaptation pouvait révéler des dons inattendus aux côtés de ces défis. La faune est également devenue partie prenante de cette grande histoire de changement. Les oiseaux ont modifié leur schéma de migration,
suivant de nouvelles routes à travers les continents, alors que des repères ancestraux se transformaient. Des animaux qui n'avaient jamais partagé de territoires auparavant se sont retrouvés voisins, créant des écosystèmes entièrement nouveaux, mais néanmoins parfaitement équilibrés. Imaginez la première fois qu'une communauté a repéré une espèce d'oiseau jamais vue dans leur région. Son plumage éclatant comme une éclaboussure de couleurs tropicales contre le paysage familier. Ces arrivées n'étaient pas que des curiosités, elles apportaient de nouvelles connaissances sur les sources de nourriture, les modèles météorologiques et les changements saisonniers qui ont aidé à informer les stratégies de survie humaines. Les grandes hardes d'animaux qui avaient soutenu les communautés de chasseurs pendant des générations ont commencé à modifier leurs itinéraires, suivant de nouvelles sources d'eau et de nouveaux pâturages créés par le changement climatique. Cela a obligé les chasseurs à redevenir des étudiants, à apprendre à lire de nouveaux signes, à comprendre différents modèles, à adapter des techniques transmises à travers d'innombrables générations. Pourtant, ces défis ont également créé des opportunités d'innovation qui auraient été impossibles en des temps plus stables. Certaines communautés ont découvert que les conditions changeantes rendaient possible des formes entièrement nouvelles de gestion des ressources. Des zones qui étaient trop sèches pour certains types d'agriculture sont soudainement devenues viables, à mesure que les schémas de précipitation se modifiaient. Des régions qui n'avaient jamais abrité certains animaux sont devenues le foyer de nouvelles espèces, offrant de nouvelles opportunités de chasse et de domestication. Le monde en transformation ne retirait pas seulement des choses. Il offrait aussi de nouvelles possibilités à ceux suffisamment ingénieux pour les reconnaître et les saisir. Les cycles saisonniers eux-mêmes étaient devenus des enseignants d'une manière qu'ils n'avaient jamais été auparavant. Les communautés ont appris à lire les signes subtils des printemps précoces, des automnes prolongés et des hivers qui arrivaient avec des intensités différentes de celles que leurs grands-parents avaient connues. Les enfants ont grandi avec une compréhension intuitive de la variabilité et de l'adaptation que leurs aînés avaient dû apprendre par l'expérience, les rendant mieux préparés aux changements continus tout au long de leur vie. Les sources d'eau, sans doute l'élément le plus vital pour la survie, exigeaient des stratégies entièrement nouvelles pour leur localisation et leur gestion. Les puits et sources anciens s'asséchaient parfois, ou modifiaient leur schéma d'écoulement, tandis que de nouvelles sources apparaissaient dans des endroits inattendus. Cela a conduit au développement de méthodes plus sophistiquées pour localiser, tester et préserver l'eau qui servirait à l'humanité lorsque les populations se sont finalement étendues dans de nouveaux territoires. Les communautés ont appris à déchiffrer des signes subtils dans le paysage. La végétation qui trahissait la présence d'eau souterraine, les formations rocheuses susceptibles de canaliser la pluie, les variations saisonnières de l'humidité du sol. Elles ont développé des outils simples mais efficaces pour le forage de puits et la collecte d'eau, et ont créé des règles élaborées pour le partage et la conservation de l'eau, qui équilibraient les besoins individuels avec la survie de la communauté. Le stockage de l'eau est devenu un art en soi. Les récipients en argile, soigneusement scellés et enterrés dans des endroits frais, pouvaient maintenir l'eau potable pendant des mois. Certains groupes ont développé des systèmes de purification primitifs, utilisant du sable, du charbon de bois et de la lumière solaire. D'autres ont appris à collecter la rosée ou à extraire l'humidité de plantes insoupçonnées. Ces innovations n'étaient pas seulement pratiques, elles représentaient un profond changement dans la façon dont les humains interagissaient avec leur environnement. La nourriture présentait ses propres défis. Sans agriculture établie, les survivants devaient réapprendre quelles plantes étaient sûres à manger, comment les préparer et quand les récolter. De nombreuses connaissances ancestrales sur les plantes comestibles sauvages avaient été perdues au fil de l'évolution agricole des sociétés, et maintenant ces compétences devaient être redécouvertes par essais et erreurs. Les premières tentatives étaient souvent dangereuses. Les intoxications étaient courantes et parfois mortelles. Les techniques de chasse évoluaient également. Le gros gibier était devenu rare ou s'était adapté pour éviter les humains, tandis que les petits animaux nécessitaient de nouvelles stratégies de piégeage. Les insectes, autrefois considérés comme tabous dans de nombreuses cultures, sont devenus une source importante de protéines. Les communautés côtières se sont tournées de plus en plus vers la mer, développant de nouvelles méthodes de pêche et apprenant à récolter les algues et les mollusques. La préservation des aliments a pris une importance cruciale. Le salage, le fumage et le séchage sont devenus des compétences essentielles. Certains groupes ont redécouvert des méthodes de fermentation anciennes, créant des aliments qui pouvaient durer des mois et fournir des nutriments essentiels. D'autres ont expérimenté de nouveaux moyens de stocker céréales et noix, creusant des caches souterraines élaborées ou construisant des greniers surélevés pour les protéger de l'humidité et des parasites. La médecine, privée de ces technologies avancées, a dû revenir aux remèdes naturels et aux connaissances traditionnelles. Les guérisseurs sont devenus les membres les plus précieux de toute communauté, leur connaissance des herbes et des traitements naturels étant littéralement vitale.
Ils ont appris à traiter les blessures avec de la boue et des feuilles, à réduire la fièvre avec de l'écorce et des racines, et à combattre les infections avec des moisissures et des champignons. La santé mentale était un défi tout aussi important. Le traumatisme de la perte, de proches, de maisons, d'un mode de vie entier, pesait lourdement sur les survivants. Les communautés ont développé de nouveaux rituels et pratiques pour faire face au deuil et maintenir l'espoir. Le récit oral est devenu une forme cruciale de thérapie et de préservation culturelle, aidant les gens à digérer leurs expériences et à transmettre des leçons importantes aux générations futures. Mais au sein de ces cercles intimes, la nature humaine a commencé à s'épanouir d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu atteindre dans l'isolement. Observez Elena, experte dans l'utilisation des herbes médicinales, partageant ses connaissances avec les jeunes femmes. Voyez comment Pierre, doué pour lire les traces d'animaux, enseigne patiemment aux adolescents. Remarquez comment les personnes âgées, comme la sage grand-mère Anne, deviennent des dépositaires précieux de la mémoire et de la sagesse, leurs histoires reliant le groupe par une compréhension partagée de leurs origines et de leur identité. L'impact psychologique était profond. Imaginez le soulagement de rentrer enfin chez soi après un long et effrayant voyage. C'est exactement ce que ces premières communautés offraient à l'esprit humain. Les humains sont des êtres sociaux jusqu'au plus profond de leur être, et ces premières communautés satisfaisaient une faim qui allait bien au-delà de la nourriture. Elles satisfaisaient la faim de connexion, de compréhension, du simple réconfort de savoir que l'on n'est pas seul au monde. Quand la petite Marie se griffait le genou, elle n'avait pas seulement sa mère pour la réconforter. Elle avait aussi tante Claire, cousine Élise et grand-père Henri, tous prêts à essuyer ses larmes et à lui dire qu'elle était courageuse. Mais peut-être plus important encore, ces communautés sont devenues des berceaux d'innovation. Quand les esprits se rassemblent, ils s'animent d'une manière que la pensée isolée ne pourrait jamais atteindre. Imaginez les réunions du soir autour du feu central, les voix se mêlant alors que les familles partageaient leurs découvertes de la journée. Quelqu'un avait trouvé un nouveau type de racine qui se conservait bien pendant l'hiver. Un autre avait remarqué que certaines pierres, frappées ensemble, créaient de meilleures étincelles. Un troisième avait observé comment la fumée pouvait être utilisée pour conserver la viande plus longtemps. Ces découvertes n'étaient pas simplement des améliorations pratiques, elles représentaient la naissance de la pensée scientifique humaine. Imaginez ce moment de pure révélation. Catherine, une jeune mère observatrice, remarque que certaines plantes semblent prospérer davantage près des endroits où des feux de cuisson avaient été allumés. Au fil de nombreuses saisons, elle commence à expérimenter, défrichant délibérément de petites parcelles de terrain et brûlant de la matière végétale pour créer un sol enrichi de cendres. Ces observations minutieuses et ces tests patients jettent les bases de ce qui deviendra l'agriculture. Ou prenez Willem, un homme âgé au regard perspicace, qui commence à déceler les liens entre le comportement des animaux et les changements météorologiques. Il développe un système de signes et de signaux qui aident sa communauté à prédire les tempêtes, les sécheresses et les meilleurs moments pour la chasse. Son savoir devient si fiable que les groupes voisins le consultent pour des conseils, créant les premiers réseaux informels de partage d'informations entre communautés. Le processus d'innovation lui-même est devenu ritualisé, sacré. Les réunions du soir n'étaient pas simplement des occasions sociales, c'étaient les premières conférences scientifiques de l'humanité où des hypothèses étaient partagées, des résultats comparés et de nouvelles expériences planifiées. Les enfants grandissaient en comprenant que l'observation, les tests et le partage des connaissances étaient parmi les contributions les plus précieuses qu'ils pouvaient apporter à la survie de leur communauté. Chaque petite découverte, librement partagée au sein de la communauté, devenait une pierre angulaire de techniques de survie qui servirait l'humanité pendant des générations. Ce n'était pas simplement de la coopération. C'était la naissance de la culture humaine elle-même, le fondement de tout ce que nous allions devenir. Et à travers tout cela, un esprit de résilience inébranlable liait ces personnes. Quand les tempêtes d'hiver faisaient rage pendant des jours, menaçant de déchirer leurs abris fragiles, ils ne désespéraient pas seuls. Ils y faisaient leur face ensemble, partageant chaleur, nourriture et espoir. Quand le printemps arrivait enfin et que le monde recommençait à fleurir, leur joie n'était pas individuelle, elle était communautaire, une célébration d'avoir survécu ensemble à ce qu'aucune famille n'aurait pu endurer seule. Les liens formés dans ces premières communautés étaient plus profonds que la simple commodité. Ils avaient été forgés dans le creuset des épreuves partagées, renforcés par les triomphes collectifs. Quand le vieil Henrik succombait finalement à sa longue maladie, toute la communauté faisait son deuil ensemble. Quand le bébé Sophia faisait ses premiers pas, tout le monde célébrait comme s'il s'agissait de leur propre enfant. Ces personnes étaient devenues plus que des voisins ou des alliés. Elles étaient devenues une famille choisie. Ces groupes unis développèrent leur propre rythme, leur propre tradition, leur propre façon de marquer le passage du temps.
Peut-être chantait-il certaines mélodies quand la lune était pleine, ou racontait-il des récits particuliers quand les feuilles d'automne commençaient à tomber. Ce n'étaient maintenant pas simplement des coutumes, c'étaient des fils qui tissaient des vies individuelles, en une tapisserie d'expériences partagées. Au fil des jours qui devenaient des saisons, et des saisons qui devenaient des années. Quelque chose de beau a commencé à prendre forme. Les membres de la communauté ont commencé à se spécialiser dans ce qu'ils faisaient le mieux. Marie avait un don pour travailler les peaux d'animaux, les transformant en vêtements chauds et imperméables. Jacques semblait savoir instinctivement où trouver les meilleures pierres pour les outils. Marguerite pouvait prédire les modèles météorologiques mieux que quiconque, aidant le groupe à se préparer aux tempêtes ou à planifier des expéditions de chasse. Cette spécialisation n'était pas seulement pratique, c'était le fondement de la civilisation humaine. Les talents uniques de chaque personne devenaient des dons offerts à toute la communauté, et en retour, ils recevaient les fruits des spécialités de tous les autres. C'était de la coopération élevée au rang d'art, et cela fonctionnait parce que la confiance avait été construite à travers d'innombrables petits actes de gentillesse et de soutien. Mais même dans ce havre douillet de développement humain, la vie quotidienne restait un défi constant. Imaginez-vous vous réveiller dans l'un de ces anciens établissements, ressentant à la fois le réconfort de la communauté et le poids de l'incertitude que chaque nouvelle journée apportait. Les communautés s'étaient formées, les liens s'étaient resserrés, et les fondations de la coopération humaine étaient solidement en place. Pourtant, chaque aube apportait toujours la même question fondamentale qui les avait initialement réunis. Comment survivrons-nous un autre jour? La structure était là, les systèmes de soutien fonctionnaient, mais la réalité quotidienne de trouver de la nourriture, de maintenir un abri et de protéger le groupe des dangers tant visibles qu'invisibles, c'était toujours le battement de cœur de chaque instant d'éveil. À quoi ressemblait réellement la vie quotidienne de ces personnes résilientes qui s'étaient retrouvées dans l'obscurité et avaient décidé de construire quelque chose de beau ensemble? Alors que la douce lumière de l'aube filtrait à travers les fenêtres gelées de leur modeste maison, les villageois de ce hameau isolé commençaient leur rituel quotidien avec une détermination silencieuse qui les avait soutenus à travers d'innombrables hivers rigoureux. Imaginez, si vous le voulez, le doux son de pieds nus touchant des planchers en bois froid, le doux murmure d'un souffle visible dans l'air glacial, et la tendre façon dont les familles se serraient les unes contre les autres pour la chaleur et le réconfort. Le rythme quotidien de la vie dans ce coin reculé du monde était à la fois magnifique et profondément difficile. Imaginez-vous vous retourner dans votre lit alors que les premiers sons du matin commencent à résonner dans le hameau. Chaque matin commençait avant le lever du soleil, quand la boulangère de la communauté, une âme douce nommée Margot, se levait dans l'obscurité précédant l'aube pour allumer ses fours. Le doux arôme du pain qui cuisait se répandait lentement dans le village comme une étreinte chaleureuse, signalant le début d'une nouvelle journée. Imaginez la lueur chaleureuse de son âtre, crépitant doucement tandis qu'elle pétrissait la pâte avec des mains qui avaient appris à travailler efficacement malgré le froid mordant. Dans la maison d'à côté, Pierre le charpentier étirerait ses muscles fatigués et saisirait ses bottes en cuir usé, se préparant pour une autre journée de réparations essentielles. Le son de son marteau rejoindrait bientôt la symphonie matinale, une percussion rythmique, réconfortante, qui témoignait de l'ingéniosité et de la résilience humaine. Son atelier, bien que modeste, était rempli du riche parfum des copeaux de bois et de la douce chaleur des outils soigneusement transmis à travers les générations. Les enfants du village avaient leur propre rituel sacré. La petite Amélie et son jeune frère Simon se réveilleraient au toucher doux de leur mère, se blottissant ensemble sous d'épaisses couvertures de laine, alors qu'ils se préparaient pour les leçons de la journée. L'éducation était précieuse ici, un luxe qui exigeait sacrifice et dévouement. Imaginez-les rassemblés autour du seul livre du village, leur jeune voix créant un doux murmure, tandis qu'ils s'entraînaient à lire à la lumière vacillante de précieuses bougies. Alors que le soleil du matin projetait de longues ombres sur le paysage couvert de neige, les villageois émergèrent de leur maison comme des danseurs précautionneux, chaque pas délibéré et intentionnel. Imaginez la dignité silencieuse dans ce rituel quotidien. Madame Éléanore, malgré ses 73 ans, ferait son voyage quotidien vers le puits communautaire, ses mains usées serrant un seau en bois qui avait servi sa famille pendant des décennies. Ses pas dans la neige créaient un chemin que d'autres suivraient, un témoignage silencieux de la façon dont cette communauté évoluait ensemble en harmonie. Les heures de midi apportaient leur propre rythme de vie. Dans le petit jardin communautaire, protégé par des parvents soigneusement construits, quelques âmes courageuses s'occuperaient des précieux légumes racines qui les soutiendraient pendant les mois les plus sombres. Marie, la jardinière la plus habile du village, parlerait doucement à ses plantes en travaillant, sa voix douce une présence apaisante dans l'air vif. Le son de sa bêche en bois contre la terre gelée était comme une méditation silencieuse, un rappel que même dans les conditions les plus difficiles, la vie persistait.
À l'intérieur des maisons, l'art de la survie domestique se déroulait avec grâce et sagesse. Les femmes se rassembleraient en petits groupes, leurs doigts habiles transformant la laine en vêtements chauds tandis qu'elles partagèrent des histoires en voix basse et réconfortante. Le cliquetis des aiguilles à tricoter créait une percussion délicate qui semblait faire écho au battement de cœur même de la communauté. Ces moments de créativité partagée étaient sacrés, des moments où la sagesse était transmise à travers les générations comme des héritages précieux. Le forgeron du village, un homme bienveillant nommé Bernard, travaillait toute la journée dans sa forge, la lueur chaleureuse de son feu visible à travers les fenêtres de son atelier comme un phare d'espoir. Le son rythmique de son marteau sur le métal était de la musique aux oreilles des villageois, chaque coup représentant un outil réparé, un problème résolu, une autre journée de survie assurée. La chaleur de sa forge attirerait les enfants et les adultes, qui s'attarderaient à proximité, réchauffant leurs mains et partageant des conversations tranquilles. Le soir apportait ses propres rituels tendres. Alors que l'obscurité tombait tôt à ces latitudes nordiques, les familles se rassembleraient autour de leurs modestes âtres, partageant des repas simples préparés avec des ingrédients soigneusement préservés et rationnés. Le doux murmure des conversations, le tintement délicat des bols en bois et le crépitement des feux créaient une symphonie de paix domestique qui avait résonné dans ces murs pendant des générations. Le conteur du village, un homme âgé nommé Louis, rendait souvent visite à différents foyers à la tombée de la nuit, portant avec lui des récits qui transportèrent les auditeurs vers des terres plus chaudes et des temps plus faciles. Sa voix, éraillée mais apaisante, tissait des récits qui aidirent la communauté à oublier, l'espace de quelques instants précieux, les dures réalités qui les entouraient. Les enfants se blottissaient près de leurs parents, leurs yeux lourds de sommeil tandis qu'ils écoutaient des histoires de braves chevaliers et de belles princesses. Leurs jeunes esprits trouvant refuge dans des mondes où le printemps était éternel, et la nourriture abondante. À mesure que la nuit s'approfondissait, le village s'installait dans un calme paisible. Les mères bordèrent leurs enfants dans des lits réchauffés par des pierres chauffées au feu, murmurant de douces berceuses qui avaient été chantées par des générations de mères du village. Le doux son de ces mélodies tendres s'infiltrait à travers les murs fins, créant une étreinte communautaire de réconfort et de sécurité. Le son de la respiration stable et paisible remplissait les petites maisons comme une méditation, un rappel que malgré tous les défis, la vie continuait avec une détermination silencieuse. Mais l'aspect le plus beau de leur vie quotidienne était sans doute la façon dont la communauté prenait soin les uns des autres. Quand le vieux Henrik devint trop fragile pour couper son propre bois de chauffage, ses voisins se relayaient silencieusement pour s'assurer que sa réserve de bois reste pleine. Quand la jeune Catherine tomba malade de fièvre, les femmes du village se relayaient pour s'asseoir à son chevet, offrant des remèdes à base de plantes et un réconfort doux jusqu'à ce qu'elle se rétablisse. Le partage quotidien des ressources se faisait avec une grâce si naturelle qu'il semblait chorégraphié. Du pain supplémentaire apparaissait sur les seuils sans fanfare. De la soupe chaude était livrée aux familles ayant des nouveau-nés. Des artisans qualifiés réparaient discrètement les outils des voisins sans qu'on le leur demande. Ce réseau invisible de soins créait un filet de sécurité qui rattrapait chaque membre de la communauté quand il trébuchait. À mesure que chaque jour touchait à sa fin, il y avait un rituel de gratitude qui imprégnait le village. Non exprimé à voix haute, mais ressenti dans la façon douce dont les voisins se saluaient, de la tête en se croisant, dans les sourires chaleureux partagés par-dessus les clôtures de jardin, dans la façon dont les mains s'attardaient juste un moment de plus lorsque les outils étaient échangés entre les familles. C'était de la gratitude pour un autre jour survécu, une autre nuit de chaleur partagée, un autre moment de connexion humaine préservé contre l'hiver sans fin. Pourtant, des dangers se cachèrent partout dans cette existence précaire, des défis qui pouvaient transformer leur paix soigneusement maintenue en lutte désespérée en un clin d'œil. La survie même pour laquelle ils avaient tant travaillé était constamment menacée par des forces visibles et invisibles, testant leur résilience et les forçant à rester vigilants, même dans leurs moments de plus grand réconfort. Face à ces dangers omniprésents, ils découvrirent quelque chose de profond sur la nature humaine elle-même. La vraie magie se produisait quand ces familles dispersées réalisaient qu'ensemble, elles étaient plus fortes que la somme de leurs parties. Imaginez, si vous voulez, un monde où chaque buisson qui bruisse pourrait cacher un prédateur, où chaque changement météorologique pourrait signifier la différence entre festin et famine, où la simple collecte d'eau nécessitait une vigilance constante et une planification minutieuse. C'était la réalité que ces communautés remarquables affrontaient chaque jour. Pourtant, elles relevaient ces défis non pas avec désespoir, mais avec ingéniosité et un engagement inébranlable envers la survie de chacun. Imaginez Willem, le chasseur le plus expérimenté de la communauté, se réveillant avant l'aube avec la conscience instinctive que quelque chose semblait différent dans l'air. Le silence était trop complet, les chants d'oiseaux absents, l'atmosphère même chargée d'une tension qui parlait aux instincts de survie primo affinés au cours d'innombrables générations.
Sans réveiller les autres, il se glissait hors de son abri et se déplaçait silencieusement à travers l'établissement, vérifiant les signes de grands prédateurs qui s'aventuraient occasionnellement trop près des habitations humaines. La menace pouvait venir de n'importe quelle direction. Parfois c'étaient les ours des cavernes massifs, des créatures d'une telle taille et puissance que même un groupe de chasse bien organisé réfléchirait à 2 fois avant d'en affronter indirectement. D'autres fois, ce pouvaient être des meutes de loups, poussés par des hivers rudes à considérer les établissements humains comme des sources potentielles de subsistance. Les rencontres les plus dangereuses venaient souvent des grands félins, des chasseurs silencieux et solitaires, dont la discrétion les rendait presque impossibles à détecter jusqu'à ce qu'ils attaquent. Mais Willem et ses compagnons gardiens avaient développé des stratégies qui transformaient la faiblesse humaine en force collective. Imaginez le système complexe de signaux d'alarme qu'ils créèrent, des combinaisons de sifflements, de gestes et d'objets positionnés qui pouvaient communiquer des informations complexes sur les menaces, sans alerter les prédateurs potentiels de la conscience humaine. Une série de petites pierres disposées près de la source d'eau pourrait indiquer la présence de grands prédateurs en amont. Un motif particulier de marques griffées sur certains arbres pourrait avertir les chasseurs sur quel chemin était devenu dangereux. Marie, la guérisseuse de la communauté, avait peut-être le rôle le plus crucial dans la gestion des menaces. Elle avait passé des années à apprendre à identifier non seulement les plantes médicinales, mais les signes subtils qui indiquaient si les sources d'eau étaient sûres à boire, quels aliments pouvaient avoir pourri, et comment reconnaître les premiers symptômes de maladie qui pouvaient dévaster une petite population. Imaginez ces inspections quotidiennes minutieuses des réserves alimentaires de la communauté, testant les plantes inconnues avec une prudence systématique et tenant des cartes mentales détaillées de quelles zones étaient sûres pour la cueillette et lesquelles devaient être évitées. Les enfants aussi jouaient des rôles vitaux dans les stratégies de survie de la communauté. Dès leur plus jeune âge, on leur apprenait à se déplacer silencieusement, à observer sans être vus, et à reconnaître la différence entre les sons normaux de la forêt et les changements subtils qui pourraient indiquer un danger. Le petit Simon et ses amis ne jouaient pas seulement à se faufiler. Ils développèrent des compétences qui pourraient un jour sauver leur vie et celle de tous ceux qu'ils aimaient. Lorsque des menaces réelles surgissaient, la communauté réagissait rapidement et de manière coordonnée. Imaginez le moment où les sentinelles repéraient un grand prédateur s'approchant du territoire de la communauté. Sans panique ni confusion, les familles mettraient en œuvre des procédures d'urgence éprouvées. Les membres les plus vulnérables, personnes âgées, blessées ou très jeunes, seraient rapidement déplacés vers les positions les plus défendables. Les armes seraient distribuées selon des plans prédéterminés qui prenaient en compte les compétences et les capacités physiques de chacun. Mais l'aspect le plus remarquable de leur gestion des menaces n'était pas les moments dramatiques de confrontation directe. C'était le travail quotidien et silencieux de prévention et de préparation qui empêchait le développement de dangers sérieux. Pierre, le fabricant d'outils, passait d'innombrables heures à entretenir et à améliorer l'arsenal de la communauté. Lances, couteaux et instruments de défense, veillant à ce que chaque arme soit équilibrée, aiguisée et prête à être utilisée à tout moment. La communauté avait également développé des réseaux d'alerte précoces sophistiqués avec les groupes voisins. Des messagers transportèrent des informations sur les mouvements de prédateurs, les conditions météorologiques dangereuses et autres menaces sur de grandes distances, créant un réseau de protection mutuelle qui s'étendait bien au-delà d'un seul campement. Ces réseaux représentaient quelques-unes des premières expériences de l'humanité en matière de communication organisée et de sécurité collective. Peut-être le plus important, Elena, douée d'un don d'observation, pouvait prédire des conditions météorologiques difficiles plusieurs jours à l'avance en observant les formations nuageuses, le comportement des animaux et les changements dans les courants d'air. Ces avertissements donnaient à la communauté un temps précieux pour sécuriser les réserves alimentaires, renforcer les abris et se préparer à des périodes de confinement prolongées. L'aspect psychologique de la vie sous une menace potentielle constante créait ses propres défis et innovations. Les membres de la communauté développèrent des rituels et des pratiques qui aidaient à maintenir le moral et la stabilité émotionnelle, même lorsque les pressions externes étaient les plus intenses. Les rassemblements du soir servaient non seulement des fonctions sociales, mais aidaient également à identifier les individus qui pourraient être en difficulté face au stress d'une vigilance perpétuelle. Le simple fait de partager ses préoccupations et ses peurs avec des compagnons de confiance empêchait souvent le type d'effondrement émotionnel qui pourrait compromettre la sécurité de tous. Pourtant, à travers tous ces défis, ce qui brille le plus clairement est la remarquable capacité humaine à non seulement endurer, mais à créer de la beauté et du sens même au milieu d'un danger constant. Ces communautés ne se contentèrent pas de survivre, elles développèrent de l'art, de la musique, des récits et des pratiques spirituelles qui enrichissaient leur vie et renforçaient leurs liens les uns avec les autres.
Au fil des saisons et au fur et à mesure que les techniques de survie étaient affinées et transmises, quelque chose de profond a commencé à émerger. Les connaissances qu'ils avaient acquises en faisant face à d'innombrables menaces n'étaient pas simplement des informations pratiques. C'était de la sagesse sur la nature humaine, sur la coopération, sur le délicat équilibre entre les besoins individuels et la survie collective. Ces perspectives s'avéreraient cruciales, non seulement pour leur survie immédiate, mais pour la préservation et la transmission de tout ce qu'ils avaient appris. Comment ont-ils veillé à ce que la sagesse durement acquise de la survie continue de bénéficier aux générations futures? Comment ont-ils résolu le défi éternel de la préservation des connaissances à travers le temps, en s'assurant que les insights qui les ont maintenus en vie ne seraient pas perdus lorsque leurs découvreurs ne seraient plus là pour les partager? La réponse à ces questions s'avérerait être l'une des plus grandes innovations de l'humanité, un système de préservation des connaissances qui finirait par devenir le fondement de toute la culture et de l'apprentissage humain. Mais peut-être que leur plus grande innovation ne résidait pas dans les outils, les armes ou les abris. Leur plus grande réalisation était de créer des systèmes pour préserver et transmettre la sagesse qui les avait maintenus en vie. Imaginez, si vous le pouvez, l'un de ces moments cruciaux de l'humanité. Le moment où la survie humaine a cessé de dépendre uniquement de la mémoire individuelle et a commencé à s'appuyer sur des connaissances collectives qui pourraient survivre à une seule vie. Dans la chaude lueur des feux du soir, où les familles se rassemblaient une fois le travail terminé, quelque chose de remarquable se produisait. Ce n'était pas seulement un moment social ou de divertissement. Ces rassemblements étaient les premières universités de l'humanité, où les connaissances vitales étaient systématiquement préservées et transmises grâce à des récits soigneusement structurés. Imaginez Helena, maintenant âgée et sage, s'installant à sa place habituelle près du feu central tandis que les membres plus jeunes de la communauté se disposaient en cercle d'écoute autour d'elle. Sa voix, usée par les années mais toujours empreinte d'autorité, commencerait l'ancien rituel de partage des connaissances. Mais ce n'étaient pas de simples histoires, c'étaient des récits précisément conçus comme des vaisseaux destinés à transporter des informations cruciales de survie à travers les générations. Imaginez comment elles pourraient débuter. Il était une fois, lorsque la grande glace recouvrait les terres du Nord, un chasseur nommé Théron qui découvrit quelque chose qui sauva toute sa tribu. Ce qui suivait ressemblait à une histoire d'aventure passionnante pour les enfants, mais au sein du récit étaient dissimulées des instructions détaillées pour reconnaître les signes d'un hiver rigoureux approchant, les étapes spécifiques nécessaires pour préserver la viande sur de longues périodes, et les emplacements des abris d'urgence qui avaient été testés et reconnus fiables. Les conteurs développèrent des techniques sophistiquées pour rendre l'information mémorable et précise. Les détails importants étaient intégrés dans des phrases rythmées qui facilitaient leur mémorisation. Les faits critiques étaient répétés à des intervalles spécifiques tout au long des récits plus longs, garantissant que les points essentiels resteraient dans l'esprit des auditeurs. Les connaissances les plus cruciales étaient intégrées dans plusieurs récits différents, offrant une redondance qui protégeait contre la perte d'un seul récit. Pierre, le maître fabricant d'outils de la communauté, avait ses propres méthodes de préservation du savoir. Il créait des chansons pédagogiques contenant des mesures précises et des techniques pour fabriquer des outils essentiels. Imaginez-le travaillant avec de jeunes apprentis, guidant leurs mains alors qu'ils façonnaient des pointes de lance en psalmodiant des vers qui codaient les angles, température et matériaux exacts nécessaires pour obtenir des résultats optimaux. Le rythme des chansons correspondait au rythme du travail, facilitant l'apprentissage et la mémorisation des techniques physiques et des connaissances théoriques. Mais peut-être l'aspect le plus remarquable de leur système de préservation des connaissances était leur façon de résoudre le problème de la précision au fil du temps. Ils comprenaient que les histoires et les chansons, transmises de personne en personne sur de nombreuses années, risquaient de s'altérer progressivement et de perdre des détails cruciaux. Ils développèrent donc des systèmes de vérification qui protégeaient contre la dérive et la corruption. Imaginez les rassemblements trimestriels de connaissances, où les différents spécialistes de la communauté se réunissaient pour comparer leurs versions des histoires et des chansons importantes. Si des divergences étaient découvertes, ils travaillaient ensemble pour déterminer quelle version était la plus précise, souvent en testant les applications pratiques des différentes variations. Ces sessions faisaient office de mécanismes de contrôle qualité qui assurèrent la fiabilité des informations essentielles à travers les générations. Les personnes âgées occupaient un statut spécial dans ces systèmes, non seulement en raison de leur sagesse accumulée, mais parce qu'elles servèrent de bibliothèque vivante de connaissances couvrant des décennies d'expérience communautaire. Lorsque le vieil Henrik commença à montrer des signes de défaillance mémorielle, la communauté ne se résigna pas à perdre ses connaissances. Au contraire, elle organisa des sessions intensives où ses récits et ses techniques furent systématiquement recueillis par plusieurs membres plus jeunes,
créant une sauvegarde redondante de tout son savoir. Des femmes comme Marie ont développé leur propre réseau de connaissances spécialisées centrées sur la guérison, la préparation alimentaire et les pratiques d'éducation des enfants. Ces réseaux fonctionnaient avec leur propre tradition de narration, leur propre système de vérification et leur propre méthode pour garantir que des informations cruciales sur la santé et la nutrition ne seraient jamais perdues. Imaginez les rassemblements intimes où mères et filles, grand-mères et petites-filles partageaient non seulement des recettes et des remèdes, mais une compréhension plus profonde de la lecture des signes de maladie, de l'adaptation des traitements aux différents individus et du maintien de la santé familiale dans des conditions changeantes. Les systèmes de préservation des connaissances n'étaient pas seulement pratiques, c'étaient des expériences profondément spirituelles et émotionnelles qui unissaient les communautés. Participer à la transmission des connaissances était considéré comme l'une des responsabilités les plus sacrées qu'un membre de la communauté pouvait entreprendre. Les conteurs n'étaient pas simplement des enseignants. Ils étaient des prêtresses et des prêtres de la sagesse humaine, les gardiens de tout ce qui rendait la survie possible. Ces rassemblements remplissaient également des fonctions psychologiques cruciales. Dans un monde où la mort pouvait survenir à tout moment, savoir que ces connaissances lui survivraient apportait un profond réconfort et donnait un sens à l'existence. Les membres de la communauté trouvaient une satisfaction profonde à contribuer leurs découvertes et leurs perspectives à la réserve collective de sagesse qui bénéficierait à leurs enfants et petits-enfants. À mesure que ces systèmes de préservation des connaissances arrivaient à maturité, ils commencèrent à générer leurs propres innovations. Les membres de la communauté ont commencé à expérimenter des moyens de combiner différents types d'informations, développant une compréhension de plus en plus sophistiquée des interconnexions entre les divers aspects de la survie. Ils ont développé des cadres théoriques qui les aidaient à prédire comment des changements dans un domaine pourraient affecter d'autres aspects de la vie communautaire. Imaginez Willem, désormais un aîné expérimenté, travaillant avec de jeunes chasseurs pour développer de nouvelles stratégies basées sur des modèles qu'il avait observés pendant des décennies d'attention minutieuse au comportement animal. Ces perspectives n'étaient pas simplement des conseils pratiques, c'étaient les prémices de ce qui deviendrait progressivement une compréhension systématique de l'écologie, de la prévision météorologique et de la gestion des ressources. Ce n'était pas simplement de l'éducation, c'était une forme d'immortalité. Par la préservation et la transmission soigneuse des connaissances, ces communautés anciennes ont accompli quelque chose de remarquable. Elles ont rendu la sagesse des morts disponible aux vivants. Une technique découverte par quelqu'un qui était parti depuis des siècles pouvait encore sauver des vies au moment présent. Le respect accordé à ces gardiens de la connaissance révèle à quel point leur communauté comprenait la valeur de la sagesse accumulée. Ils n'étaient pas simplement des enseignants ou des entertainers, ils étaient les liens vivants entre le passé et le futur, les gardiens de tout ce qui rendait la survie possible. Leurs mots portaient l'autorité des générations, et leur mémoire détenait les clés de l'épanouissement humain. Cependant, ils savaient que la simple préservation ne suffisait pas. Le savoir devait demeurer vivant, dynamique et évolutif. Ils ont développé des méthodes sophistiquées pour tester et vérifier les informations, pour distinguer la sagesse fiable de la superstition dangereuse. Ils comprenaient que la survie de leur communauté dépendait non seulement du souvenir du passé, mais de l'apprentissage qui en découlait. Alors que vous vous prélassez dans la douce lueur de nos conforts modernes, prenez un moment pour honorer ces remarquables gardiens du savoir humain. Leur dévouement, leur discipline et leur profonde compréhension de la valeur de la sagesse ont posé les fondations de tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Ils ont affronté le défi éternel de préserver ce qui compte le plus et de le transmettre à ceux qui viendront après. Pourtant, ils n'ont pas simplement survécu, ils ont commencé à innover. Ils ont commencé à regarder au-delà de la simple préservation, au-delà de la simple transmission des connaissances existantes. Quelque chose de nouveau remuait dans l'esprit humain. Quelque chose qui allait transformer non seulement la façon dont ils se souvenaient du passé, mais aussi la façon dont ils imaginaient l'avenir. Alors que ces premières communautés établissaient leurs fondations de connaissance et de compréhension, quelque chose de remarquable a commencé à émerger de leur lutte quotidienne. Mais voici où l'histoire prend un tournant extraordinaire. Imaginez-vous debout, au seuil de l'un des plus grands bonds en avant de l'humanité. Imaginez, si vous le voulez, un moment où la nécessité est devenue la mère de l'invention, où l'ingéniosité humaine a d'abord surgi face aux dures réalités de la survie. Imaginez un petit établissement niché entre des collines ondulantes, où les vents d'hiver portaient à la fois promesses et périls. Les gens avaient appris à lire les saisons, à stocker leurs grains et à entretenir leur feu pendant les nuits les plus longues. Mais le savoir seul ne suffisait pas. Ils avaient besoin d'outils, de techniques et d'innovations qui transformeraient leurs relations avec le monde qui les entourait. Dans ces berceaux du développement humain,
Nous assistons à la naissance du progrès technologique né d'un besoin véritable. Imaginez la scène. Un jeune artisan, peut-être nommé Marcus, travaillant tard dans la soirée à la lueur vacillante d'une torche, remarque comment ses outils en bronze s'émoussent trop rapidement contre des matériaux plus durs. Ressentez sa frustration face à ces affûtages incessants, au temps précieux perdu, qui le poussent à expérimenter. Nuit après nuit, il veille sur sa forge, ajustant la chaleur, mélangeant différents minerais, cherchant une solution qui semble toujours hors de portée. Nuit après nuit, il veille sur sa forge, ajustant la chaleur, mélangeant différents minerais, cherchant une solution qui semble toujours hors de portée. Ce fut le moment où la créativité humaine a vraiment commencé à s'épanouir. Non pas par de grandes proclamations ou des révélations soudaines, mais par l'ingéniosité persistante d'esprits déterminés face aux défis quotidiens. Chaque petite percée s'est construite sur les connaissances accumulées par les générations précédentes, créant une véritable cascade d'innovations qui allait remodeler la civilisation. Considérez le moment révolutionnaire où le fer a commencé à remplacer le bronze. Ce n'était pas simplement un changement technologique, c'était une transformation du potentiel humain lui-même. Le métal plus dur et plus durable a permis des charrues plus solides capables de labourer des terres plus difficiles, des armes pour défendre les communautés plus efficacement, et des outils qui duraient à travers de nombreuses saisons. Pourtant, cette avancée s'accompagnait de ses propres difficultés, de sa propre courbe d'apprentissage qui a mis à l'épreuve la résilience humaine. Pourtant, cette avancée s'accompagnait de ses propres difficultés, de sa propre courbe d'apprentissage qui a mis à l'épreuve la résilience humaine. Imaginez les premiers forgerons aux prises avec des températures plus élevées, des techniques inconnues, des métaux qui se comportaient différemment sous leur marteau. Imaginez la brûlure sur leurs mains, la déception des tentatives ratées qui les laissaient avec des morceaux de métal fragiles et inutiles, la crainte réelle qu'ils ne maîtriseraient jamais ce nouvel art. Pourtant, à travers ces difficultés, quelque chose de beau émerge. L'esprit humain indomptable a persisté, guidé par la promesse du progrès et les besoins de leur communauté. Dans des ateliers remplis de la chaude lueur des feux de forge, l'innovation est devenue un effort collaboratif. Des artisans qualifiés ont partagé leurs découvertes, enseignant aux apprentis non seulement les techniques, mais l'état d'esprit de résolution de problèmes qui rendait les percées possibles. La connaissance circulait comme du métal en fusion, prenant de nouvelles formes à chaque génération d'artisans, qui enrichissait la compréhension collective de leur propre perspective. Imaginez-vous rejoignant cette scène intime. Imaginez un foyer douillet où un métallurgiste âgé est assis avec de jeunes apprentis, racontant des histoires d'expériences ratées qui ont finalement conduit au succès. Le feu crépitant illumine des visages emplis de curiosité et de détermination, tandis que la sagesse se transmet de génération en génération au rythme paisible du mentorat et de la découverte. Le développement de la métallurgie avancée a déclenché des innovations dans tous les aspects de la vie humaine. L'amélioration des outils a permis d'améliorer l'agriculture, ce qui a soutenu des populations plus importantes, qui à leur tour ont formé des artisans plus spécialisés, capables de repousser les limites de la technologie. C'était un cycle magnifique de l'ingéniosité humaine se nourrissant d'elle-même, créant l'abondance à partir de la rareté, des solutions à partir des problèmes. Les transports ont commencé à évoluer grâce à des métaux plus résistants, qui permettaient des roues, des essieux et des charrettes plus sophistiquées. Les routes commerciales se sont étendues, reliant des communautés distantes et permettant l'échange non seulement de marchandises, mais aussi d'idées et de techniques. Un marchand voyageant avec sa charrette à roues de fer pourrait transporter non seulement du grain et des textiles, mais aussi les connaissances de nouvelles méthodes agricoles apprises auprès des fermiers de 3 vallées plus loin. Les systèmes de communication se sont sophistiqués à mesure que les communautés développèrent de meilleurs outils pour créer des supports d'écriture, des surfaces plus durables pour enregistrer les informations et des méthodes améliorées pour préserver les connaissances à travers le temps. Le doux grattement du roseau contre le papyrus, le délicat gravage de symboles dans du bois préparé, le sourire satisfait d'un scribe qui venait de perfectionner une nouvelle technique de mélange d'encre qui ne s'effacerait pas avec le temps. Imaginez de vastes réseaux de connexions humaines se formant à travers le paysage, chaque lien renforcé par des innovations qui rendaient la communication plus rapide, plus fiable et plus accessible. Des messages qui prenaient autrefois des semaines pour être livrés pouvaient maintenant voyager en quelques jours, transportés par des messagers équipés d'un meilleur matériel et se déplaçant le long de voies améliorées, entretenues par des communautés travaillant ensemble. Au fur et à mesure que ces avancées technologiques s'accumulaient, elles ont commencé à changer la nature même de la société humaine. La spécialisation est devenue possible à une échelle jamais imaginée auparavant. Une communauté pouvait désormais entretenir non pas un seul forgeron, mais plusieurs artisans se consacrant à différents aspects du travail du métal. L'un se spécialisant dans les armes, l'autre dans les outils,
un troisième dans des objets décoratifs apportant de la beauté dans la vie quotidienne. Cette spécialisation a créé de nouvelles formes d'interdépendance, reliant les communautés par des réseaux d'avantages mutuels et de connaissances partagées. Le potier dépendait du forgeron pour de meilleurs outils, le forgeron dépendait du fermier pour la nourriture, le fermier avait besoin des récipients du potier pour le stockage, et tous bénéficiaient des innovations que chaque spécialiste apportait à son métier. Imaginez la satisfaction d'une communauté célébrant l'achèvement de sa première charrue en fer, réunie autour d'un feu douillet, tandis que le métallurgiste explique comment ce nouvel outil rendra les semailles de printemps plus faciles et plus productives. La lueur chaleureuse des flammes se reflète sur des visages emplis d'espoir et d'excitation pour la saison de croissance à venir, unis par leur engagement commun envers le progrès et le soutien mutuel. Pourtant, à mesure que ces innovations s'épanouissaient et que les communautés devenaient plus sophistiquées, de nouveaux défis ont commencé à émerger. Différents groupes ont développé différentes techniques, différentes priorités, différentes façons d'organiser leur société de plus en plus élaborées. Les liens qui avaient autrefois uni de petites communautés dans un but commun ont commencé à se tendre sous le poids des intérêts concurrents et des ambitions grandissantes. La scène était en train d'être préparée pour des conflits qui allaient mettre à l'épreuve tout ce que ces civilisations avaient construit ensemble. Mais l'harmonie n'était pas garantie, et les innovations qui avaient apporté tant de promesses allaient bientôt faire face à leurs plus grands défis, sous la forme de la nature humaine elle-même. Alors que notre village embrassait ces remarquables innovations, quelque chose d'inattendu a commencé à remuer sous la surface de leur communauté harmonieuse. Ce qui s'est passé ensuite révèle quelque chose de profond sur la nature humaine elle-même. Imaginez-vous ressentir le subtil changement dans l'air alors que le progrès apporte à la fois promesse et incertitude. Imaginez, si vous le voulez, la tension douce qui peut naître lorsque le progrès va plus vite que ce que les cœurs peuvent suivre. Cela a commencé subtilement, comme c'est souvent le cas. Bien que les ateliers de Margot suscitaient émerveillement et efficacité, certains des artisans plus âgés en venaient à questionner leur place dans ce monde qui changeait rapidement. Imaginez Pierre, un forgeron buriné dont les mains avaient de façonner le fer pendant 40 ans, observant comment de nouveaux alliages métalliques créaient des outils plus résistants en moitié moins de temps. La fierté qu'il ressentait autrefois pour son artisanat commençait à céder la place à quelque chose de plus troublant. La peur que ses compétences, transmises à travers les générations, puissent ne plus avoir de valeur. Imaginez Catherine aussi, la guérisseuse la plus respectée du village, observant comment les extraits botaniques semblaient accomplir des miracles que ses remèdes traditionnels prenaient des semaines à réaliser. Dans le calme de sa chaumière, entourée d'herbes séchées qui avaient été ses compagnes pendant des décennies, elle se demandait si la sagesse de la génération de sa grand-mère était emportée par cette marée d'innovation. Ce n'étaient pas des âmes colériques, chers auditeurs, mais plutôt de douces personnes vivant la lutte très humaine de trouver leur équilibre quand le sol se dérobe sous leurs pieds. Dans le coin douillet du marché, les conversations commençaient à porter des murmures d'incertitude. « Allons-nous trop vite ?» se demandaient certains à voix haute. « Qu'advient-il des anciennes façons qui nous ont si bien servi ?» La tension atteignit un point de cristallisation particulier, lors de ce qui aurait dû être une célébration. Margot avait invité tout le village à assister à l'achèvement de son projet le plus ambitieux à ce jour. Un système de purification d'eau qui pourrait fournir de l'eau pure et potable pendant des années. Alors que les familles se rassemblaient sur la place du village, leurs visages illuminés par la douce lueur des torches du soir, la démonstration commença. Le système fonctionnait magnifiquement, comme Margot savait qu'il le ferait. De l'eau cristalline coulait de ce qui avait été auparavant une source trouble et incertaine. Les enfants applaudissaient, les parents s'émerveillaient, et les bénéfices pratiques étaient immédiatement évidents pour tous les présents. Pourtant, au milieu de ce triomphe, le vieux Henrik, le gardien principal des puits du village, se tenait silencieusement au bord de la foule, son visage buriné reflétant quelque chose de plus complexe qu'une simple joie. Quand Margot demanda s'il y avait des questions et des commentaires, Henri s'avança avec la dignité prudente qui avait toujours caractérisé son élocution. « C'est un travail remarquable », commença-t-il, sa voix portant à la fois une admiration véritable et autre chose, quelque chose qui fit que la foule se tut. « Mais je me demande, que devient la connaissance que mon père m'a enseignée, et que son père lui a enseignée sur la lecture de l'eau, sur la détection des changements saisonniers, sur la compréhension de ce que la terre nous dit à travers ses dons ?» Sa question resta suspendue dans l'air comme la fumée des torches, créant un moment de reconnaissance inconfortable. Maya, malgré toute sa brillance et son innovation, ressentit un frisson d'incertitude. Avait-elle été si concentrée sur l'amélioration de l'efficacité qu'elle avait négligé quelque chose d'essentiel concernant la sagesse que Henrik représentait? Il ne s'agissait pas d'anciens contre nouveaux, de tradition contre progrès. Il s'agissait de quelque chose de plus profond. La peur que dans leur course vers l'avancement technologique,
ils puissent perdre le contact avec les formes plus subtiles de connaissances qui les avaient soutenus à travers d'innombrables générations. La peur que l'innovation, malgré tous ses bénéfices, puisse venir au prix de la connexion, à la terre, à la sagesse ancestrale, au rythme plus lent de la vie qui avait toujours fourni confort et stabilité. Mais ce qui arriva ensuite révéla le vrai caractère de cette communauté. Maya ne se montra pas défensive et ne rejeta pas les préoccupations d'Henrik. Au lieu de cela, elle se dirigea vers lui avec le respect bienveillant qui avait toujours caractérisé l'approche du village en matière de résolution de conflits. « Henrik, dit-elle, sa voix douce mais portant clairement à travers la place, votre connaissance est exactement ce dont cette innovation a besoin. Je peux rendre l'eau plus propre, mais vous comprenez ce que cela signifie. Voulez-vous m'aider à apprendre ? À imaginer la transformation qui se produisit en ce moment. » Les épaules d'Henrik se redressèrent, non pas avec défi mais avec un but renouvelé. La tension de la foule se dissolva en quelque chose de plus chaleureux, une reconnaissance que le progrès n'exigeait pas d'abandonner la sagesse, que l'innovation pouvait honorer la tradition même en la transformant. Dans les semaines qui suivirent, quelque chose de beau émergea de ce conflit initial. Maya et Henrik commencèrent à travailler ensemble, combinant ces innovations techniques avec sa compréhension profonde des systèmes d'eau naturels. Le résultat était plus que ce que l'un ou l'autre aurait pu accomplir seul. Un système de gestion de l'eau qui était à la fois efficace et durable, à la fois innovant et respectueux des rythmes naturels qu'Henrik avait passé une vie à apprendre à lire. D'autres partenariats commencèrent à se former à travers le village. Catherine, la guérisseuse traditionnelle, se retrouva à collaborer avec Margot sur des projets botaniques qui amélioraient l'efficacité des remèdes éprouvés. Pierre, le forgeron, découvrit que sa compréhension approfondie du comportement du métal était exactement ce dont Margot avait besoin pour perfectionner ses innovations les plus complexes. Le village apprit quelque chose de crucial à travers ce processus. Que l'harmonie n'était pas l'absence de conflit, mais la capacité de travailler à travers les différences de manière à honorer chaque personne impliquée. Ils développèrent des pratiques pour gérer les tensions qui surgissaient inévitablement quand différentes perspectives se rencontraient, créant de l'espace pour à la fois l'innovation et la tradition, à la fois le progrès et la préservation. Ces leçons de résolution de conflits s'avéreraient inestimables, alors que leur communauté continuait de grandir et de changer. Ils apprirent à voir le désaccord non pas comme une menace à leur unité, mais comme une opportunité pour une compréhension plus profonde. Ils développèrent les compétences sociales qui leur permettraient de naviguer les défis de plus en plus complexes qui les attendaient. Au cours de ce processus, ils atteignirent des points de basculement qui transformèrent non seulement leur technologie, mais leur compréhension de ce que signifiait être humain ensemble. Les conflits qu'ils affrontèrent et résolurent devinrent le fondement d'innovations encore plus grandes, tant techniques que sociales, qui leur serviraient bien dans les triomphes à venir. Imaginez ce moment de transformation profonde, non pas la fin de leur lutte, mais le début de leur plus grande découverte sur le potentiel humain et les choses remarquables qui deviennent possibles quand les gens choisissent de surmonter leurs différences plutôt que d'en être divisés. Alors que l'hiver cédait la place au printemps cette année-là, quelque chose de sans précédent commença à se déployer dans leur communauté. Les conflits qu'ils avaient navigués si soigneusement avaient déverrouillé quelque chose de profond dans l'esprit humain, la reconnaissance que leurs plus grandes innovations viendraient, non pas du génie individuel, mais de la magie qui se produisait quand différentes formes de sagesse fusionnaient en quelque chose d'entièrement nouveau. Imaginez Margot debout dans son atelier un matin, entourée des fruits de ses collaborations avec Henri, Catherine, Pierre et d'autres. Le système de purification d'eau fonctionnait silencieusement dans le coin, mais c'était bien plus qu'une réalisation technique maintenant. Il incorporait la compréhension d'Henri des variations saisonnières de l'eau, les connaissances de Catherine sur quelles plantes de purification fonctionnaient le mieux à différents moments de l'année, et les innovations de Pierre pour créer des composants durables et auto-entretenus. Mais la véritable percée n'était pas technique, elle était humaine. Pour la première fois dans l'histoire de leur communauté, ils avaient réussi à fusionner différentes façons de connaître en approche qui honoraient à la fois l'innovation et la tradition. Cela représentait une évolution profonde de la conscience humaine, la naissance de ce que nous pourrions maintenant appeler la pensée interdisciplinaire. Le succès de ces collaborations créa un effet d'entraînement à travers le village. D'autres artisans commencèrent à chercher des partenariats qui traversaient les frontières traditionnelles. Le boulanger commença à travailler avec l'herboriste pour créer des pains qui fournissaient une meilleure nutrition. Les fabricants d'outils collaborèrent avec les chasseurs pour concevoir des outils qui étaient à la fois plus efficaces et plus respectueux des animaux qu'ils poursuivaient. Imaginez les rassemblements du soir pendant cette période remarquable. Les conversations autour des feux centraux bourdonnaient d'excitation tandis que les membres de la communauté partageaient leurs dernières découvertes. Mais ce n'étaient pas seulement des discussions techniques.
C'étaient des explorations de comment différentes formes de connaissances pouvaient s'enrichir mutuellement, comment la sagesse ancienne pouvait informer l'innovation moderne, comment les intuitions individuelles pouvaient servir le bien-être collectif. Maya se retrouva au centre de beaucoup de ces conversations, mais dans un rôle qu'elle n'avait pas anticipé. Plutôt que d'être vue comme la seule innovatrice, elle était devenue quelque chose de plus précieux, une facilitatrice d'innovation, quelqu'un qui pouvait aider les autres à voir des connexions qu'ils n'auraient peut-être pas découvertes seuls. Son plus grand don n'était pas sa compétence technique, bien que celle-ci restât impressionnante, mais sa capacité à créer des espaces où différents types d'expertise pouvaient se rencontrer et fusionner. La percée qui définirait cette période arriva quand la communauté fit face à leur défi le plus sérieux encore. Une série d'échecs de récolte qui menaçaient leur sécurité alimentaire pour l'hiver à venir. Dans le passé, une telle crise aurait pu créer la panique, le conflit et une compétition désespérée pour des ressources limitées. Au lieu de cela, elle devint le catalyseur de leur innovation collaborative la plus remarquable encore. Imaginez le rassemblement d'urgence où la crise fut d'abord discutée. Plutôt que de chercher quelqu'un à blâmer ou des solutions rapides qui pourraient aider certains aux dépens d'autres, la communauté adopta une approche différente. Ils inventorièrent systématiquement toutes leurs différentes formes de connaissances. La compréhension d'Henri des systèmes d'eau, l'expertise botanique de Catherine, les compétences en métallurgie de Pierre, les techniques d'innovation de Margot, et les connaissances spécialisées de dizaines d'autres membres de la communauté. Ce qui émergea de cet inventaire fut une réponse complète qu'aucun individu seul n'aurait pu concevoir. Ils développèrent de nouvelles méthodes pour étendre leurs réserves alimentaires existantes, identifièrent des sources nutritionnelles alternatives qui avaient été négligées, créèrent des techniques de conservation qui combinaient des méthodes traditionnelles avec des approches innovantes, et établirent des relations commerciales avec les communautés voisines qui fournissaient un bénéfice mutuel pendant les périodes de pénurie. Mais peut-être plus remarquablement encore, ils utilisèrent la crise comme une opportunité de développer des systèmes agricoles plus résilients pour l'avenir. Imaginez les parcelles expérimentales qu'ils établirent, où la sagesse agricole traditionnelle fut enrichie par les techniques d'amélioration du sol de Margot, où les connaissances botaniques de Catherine informèrent la sélection des cultures, où la compréhension d'Henri des régimes hydriques guida la planification de l'irrigation. Les résultats dépassèrent les attentes de tous. Non seulement ils naviguèrent avec succès la crise immédiate, mais ils en émergèrent avec des capacités de production alimentaire qui étaient plus robustes et durables que tout ce qu'ils avaient accompli auparavant. Ils avaient transformé un désastre potentiel en une percée qui bénéficierait à leur communauté pour des générations. Alors que la nouvelle de leur succès se répandait aux communautés voisines, des visiteurs commencèrent à arriver pour apprendre de leurs approches. Maya et ses collaborateurs se retrouvèrent à enseigner non seulement des méthodes techniques, mais les processus collaboratifs qui avaient rendu leurs innovations possibles. Ils partagèrent quelque chose de plus précieux que n'importe quelle invention unique. Ils démontraient une nouvelle façon d'approcher les défis complexes à travers la sagesse collective. Imaginez Catherine s'adressant à un groupe de guérisseurs venus de communautés éloignées, expliquant comment ses connaissances botaniques s'étaient enrichies grâce à la collaboration avec les méthodes d'innovation de Margot et l'expertise des systèmes naturels d'Henri. Son audience n'apprenait pas seulement de nouvelles techniques de guérison, elle découvrait comment différentes formes de savoir pouvaient se renforcer, mutuellement lorsqu'elles étaient rassemblées, avec respect et ouverture. Pierre, de son côté, présentait ses innovations en métallurgie à des artisans qui avaient parcouru de longues distances pour observer ces techniques. Mais sa leçon la plus importante ne concernait pas le contrôle de la température ou la composition des alliages. Elle portait sur la façon dont l'expertise individuelle devenait plus puissante quand elle était développée en collaboration avec d'autres qui apportaient des perspectives et des compétences différentes. L'approche collaborative de la communauté en matière d'innovation révolutionnaire devint légendaire dans leur région. D'autres villages commencèrent à adopter leurs méthodes collaboratives, créant un réseau de communautés qui partageaient non seulement des innovations techniques, mais aussi des innovations sociales, qui rendèrent la résolution collective de problèmes plus efficace. Alors que les saisons passaient et que leur succès collaboratif se multipliait, quelque chose d'encore plus profond commença à émerger. Ce n'étaient pas seulement des réalisations pratiques, c'étaient des démonstrations du potentiel humain qui n'avaient jamais été pleinement réalisées auparavant. Ils montraient que lorsque les gens choisissaient la coopération plutôt que la compétition, lorsqu'ils honoraient différentes formes de sagesse, lorsqu'ils abordaient les défis avec curiosité plutôt qu'avec peur, il n'y avait pratiquement aucune limite à ce qu'ils pouvaient accomplir ensemble. Leur succès résonnait à travers le temps, créant des ondulations qui influenceraient le développement humain pour les générations à venir. Ils avaient découvert quelque chose de fondamental sur les conditions qui permettent aux êtres humains de prospérer. Non seulement en tant qu'individus,
mais en tant que collaborateur conscient dans la création du type de monde dans lequel ils voulaient vivre. Ces moments révolutionnaires avaient créé quelque chose qui survivrait à toute réalisation individuelle. Ils avaient établi un héritage de coopération humaine qui inspirerait d'innombrables générations futures à aspirer à des possibilités qui auraient autrement pu rester inimaginables. Mais le plus remarquable de leur histoire reste à venir. Imaginez, si vous le voulez bien, un moment 50 ans après les premières innovations révolutionnaires de Maya, quand une jeune femme nommée Elena, petite fille du village mais héritière de quelque chose de bien plus grand, se tient au bord de ce qui est devenu un centre florissant d'apprentissage et d'innovation. Imaginez-vous debout à côté d'elle, témoin de la transformation remarquable. Le village unique s'est développé en un réseau de communautés qui s'étend sur la région, connecté non par la conquête ou la domination, mais par un engagement partagé envers les principes collaboratifs que la génération de Maya avait découverts. Elena porte dans son sang, littéralement, l'héritage génétique de ces anciens survivants, qui avaient fait face à l'heure la plus sombre de l'humanité, et avaient refusé de se rendre. Mais elle porte aussi quelque chose de plus. L'héritage culturel de communautés qui avaient appris à transformer le défi en opportunité, le conflit en collaboration, la sagesse individuelle en percée collective. Imaginez-la parcourant les centres d'innovation qui avaient grandi à partir de l'humble atelier de Maya. Ici, des artisans de communautés éloignées travaillant aux côtés d'innovateurs locaux, partageant des techniques et développant de nouvelles approches qu'aucun d'eux n'aurait pu concevoir seul. Là, des spécialistes agricoles collaborent avec des experts en gestion de l'eau et des guérisseurs botaniques pour développer des systèmes agricoles qui fonctionnent en harmonie avec les cycles naturels plutôt qu'en luttant contre eux. Mais peut-être plus remarquablement encore, Elena voit partout des preuves de la façon dont ces innovations collaboratives ont transformé non seulement la technologie, mais la conscience humaine elle-même. Les enfants qui grandissent dans cet environnement ne pensent pas en termes de compétition individuelle ou de conflits à somme nulle. Ils cherchent instinctivement des moyens de combiner différentes perspectives, de trouver des solutions qui bénéficient à tous les participants, d'aborder les problèmes avec curiosité et collaboration plutôt qu'avec peur et domination. Imaginez Elena s'arrêtant devant un mémorial qui honore non seulement Maya et les autres innovateurs originaux, mais l'esprit collaboratif qu'ils avaient incarné. L'inscription ne porte pas seulement leur nom, mais les principes selon lesquels ils avaient vécu. L'innovation sert le tout. La sagesse grandit par le partage. La percée vient du rassemblement de ce qui a été maintenu séparé. Les preuves génétiques sont évidentes. Elena et sa génération portent l'ADN de ces anciens survivants du goulot d'étranglement, les 2000 âmes qui avaient d'une manière ou d'une autre persévéré à travers le moment le plus précaire de l'humanité. Mais ils portent aussi quelque chose d'également précieux. L'ADN culturel de communautés qui avaient appris à faire de l'innovation révolutionnaire un mode de vie, une expression naturelle du potentiel humain travaillant en harmonie. Considérez les implications profondes de cet héritage. Les innovations qui avaient commencé avec le système de purification d'eau de Maya avaient évolué en approche complète de vie durable qui s'était répandue à travers le monde connu. Mais plus que cela, les méthodes collaboratives qui avaient rendu ces innovations possibles étaient devenues la fondation de formes d'organisations humaines qui honoraient à la fois la créativité individuelle et le bien-être collectif. Imaginez les enfants d'Elena apprenant non seulement des compétences techniques, mais aussi l'intelligence sociale et émotionnelle qui rendait possible la percée collaborative. On leur enseignait à écouter avec une curiosité authentique, à partager leurs découvertes avec un enthousiasme généreux, à aborder les différences comme des opportunités d'apprentissage plutôt que comme des menaces à défendre. L'héritage ne résidait pas seulement dans les technologies remarquables qui avaient transformé la vie d'innombrables communautés, il ne se trouvait même pas principalement dans les innovations agricoles, hydrauliques et artisanales, qui s'étaient propagées dans la région et au-delà. Le véritable héritage était dans la démonstration que les êtres humains, lorsqu'ils s'organisent autour de principes de collaboration plutôt que de compétition, sont capables de créer des solutions à des défis qui semblaient auparavant impossibles. Imaginez Elena debout au centre du mémorial, entourée de représentants de dizaines de communautés qui avaient adopté les méthodes d'innovation collaborative révolutionnaire de la génération de Maya. Ils ne s'étaient pas rassemblés pour vénérer le passé, mais pour s'engager à perpétuer les principes qui avaient rendu de si remarquables réalisations possibles. Lorsqu'Elena s'adresse à la foule assemblée, ces mots portent l'autorité de quelqu'un qui a vu ces principes opérer à travers les générations, les communautés, et face à toute la diversité des défis humains. Nous sommes les enfants de survivants, dit-elle, sa voix portant clairement à travers le rassemblement. Mais nous sommes aussi les enfants d'innovateurs. Nous avons hérité non seulement de la détermination à survivre, mais de la sagesse pour prospérer.
Elle marque une pause, contemplant les visages qui représentent non seulement sa propre communauté, mais les dizaines d'établissements qui avaient été transformés par les percées collaboratives des générations précédentes. Nos ancêtres nous ont donné le don de la vie, mais Maya et ses collaborateurs nous ont donné quelque chose d'également précieux. La connaissance que les êtres humains travaillant ensemble peuvent résoudre n'importe quel défi, peuvent surmonter n'importe quel obstacle, peuvent créer n'importe quel avenir qu'ils osent envisager. Imaginez le moment où Elena dévoile le nouveau projet qui définira la contribution de sa génération à cet héritage d'innovation collaborative. Ce n'est pas une seule réalisation technique, mais quelque chose de plus ambitieux. Un système éducatif complet qui garantira que ces principes collaboratifs se propagent dans chaque établissement humain qu'ils peuvent toucher. Le projet représente tout ce qu'ils ont appris sur la façon de développer le potentiel humain à travers la sagesse collective. Les enfants apprendront les compétences techniques, mais ils apprendront aussi les capacités émotionnelles et sociales qui rendent la collaboration possible. Ils étudieront les réalisations individuelles, mais ils pratiqueront aussi les dynamiques de groupe qui transforment les insights individuels en percées collectives. Tandis que vous vous reposez dans le doux confort de votre lit moderne, imaginez-vous faisant partie de cet héritage. Les innovations collaboratives qui ont commencé avec le système de purification d'eau de Maya ont évolué et se sont propagées à travers les siècles, contribuant au fondement de tout ce que nous avons accompli en tant qu'espèce. Les principes de coopération, de curiosité et de résolution collective de problèmes qu'ils ont découverts continuent d'influencer le développement humain aujourd'hui. Mais le plus important, gardez à l'esprit que cet héritage n'est pas simplement quelque chose à admirer de loin. Vous en faites partie. Dans votre ADN, vous portez l'héritage génétique de ces anciens survivants qui ont refusé d'abandonner l'espoir. Dans votre vie quotidienne, vous avez d'innombrables opportunités d'honorer les principes collaboratifs que Maya et ses partenaires ont découverts. Chaque fois que vous choisissez la coopération plutôt que la compétition, chaque moment où vous partagez vos connaissances avec un enthousiasme généreux, chaque fois que vous abordez un défi avec curiosité plutôt qu'avec peur, vous participez à cet ancien héritage de percées humaines et d'innovation collaborative. L'héritage qu'ils ont laissé ne réside pas seulement dans les technologies qu'ils ont développées ou les communautés qu'ils ont construites. Leur véritable cadeau pour nous est la démonstration que les êtres humains, travaillant ensemble avec respect et créativité, sont capables de créer des solutions à des défis qui paraissent impossibles lorsqu'ils sont affrontés seuls. Dormez paisiblement, sachant que vous faites partie de cet héritage remarquable, et que leur histoire de percée collaborative continue dans chaque choix que vous faites de travailler avec les autres plutôt que contre eux, dans chaque moment où vous choisissez l'espoir plutôt que la peur, l'innovation plutôt que la stagnation, et la sagesse collective plutôt que la limitation individuelle. Et ainsi nous arrivons à la vérité remarquable que nous nous étions fixés de découvrir ensemble. Vous possédez maintenant quelque chose d'extraordinaire, l'histoire complète du récit de survie le plus étonnant de l'humanité. Depuis le goulot d'étranglement génétique qui a failli mettre fin à notre espèce, jusqu'aux innovations collaboratives qui ont transformé les survivants éparpillés en civilisations prospères. Quand nous avons commencé ce voyage, j'ai promis de partager avec vous les preuves génétiques qui révèlent le chapitre le plus crucial de l'humanité. Vous avez vu comment la recherche ADN de pointe a révélé ces 70 000 années critiques, où notre espèce entière était en équilibre au bord de l'extinction. Vous avez été témoin de la façon dont ces remarquables 2000 survivants portèrent dans leurs gènes non seulement le plan pour la survie physique, mais la capacité pour les qualités mêmes qui nous définissent aujourd'hui. La résilience, la créativité et la volonté inébranlable de persévérer. Mais plus que cela, vous avez découvert comment leur héritage s'étend bien au-delà de la curiosité historique. Imaginez les fils invisibles qui connectent maintenant leur sagesse ancienne à votre vie quotidienne. Les principes qu'ils ont découverts sur l'innovation collaborative, les technologies sociales qu'ils ont développées pour traverser les conflits, la démonstration que le potentiel humain se multiplie plutôt qu'il ne se divise lorsqu'il est partagé. Ces insights offrent des orientations profondes pour les défis que nous affrontons dans notre propre monde moderne. Vous avez découvert comment Margot, Élise, Henri, Catherine et Pierre ont transformé leur sagesse individuelle en une véritable percée collective. Vous avez vu comment leur esprit de collaboration a permis des innovations qu'aucune personne seule n'aurait pu réaliser. Maintenant, imaginez-vous portant cette sagesse dans votre propre vie quotidienne, abordant les défis auxquels vous faites face au travail, dans votre communauté, dans vos relations, avec le même esprit qui a permis leur remarquable réalisation. La sagesse pratique que vous avez acquise ce soir offre des cadeaux immédiats pour votre propre vie. Vous avez appris comment prendre quelques respirations profondes chaque matin, définir une intention sur la façon dont vous voulez vous présenter dans le monde. Vous connecte à cette conscience attentive qui a soutenu nos ancêtres à travers leurs heures les plus sombres.
Le simple acte d'écrire 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant chaque soir crée votre propre coin douillet de réflexion, honorant les mêmes pratiques de gratitude qui ont aidé les communautés anciennes à trouver la lumière pendant les hivers sans fin. Vous avez découvert quelque chose de crucial sur la communauté et la connexion que ces ancêtres remarquables connaissaient instinctivement. Ils comprenaient que l'isolement nous affaiblit, tandis que les relations authentiques nous renforcent au-delà de toute mesure. En temps de difficulté, ils ne se retirèrent pas dans la solitude et l'autosuffisance seuls. Au contraire, ils tendèrent la main, demandèrent de l'aide, offraient leur soutien aux autres, même lorsque leurs propres ressources semblaient limitées. Une sagesse qui parle directement à notre monde moderne de connexion numérique, mais d'isolement émotionnel. Les villageois médiévaux qui se rassemblaient pour partager des repas et des histoires, qui travaillaient ensemble sur des projets communs, qui célébraient et pleuraient comme une seule communauté, ils nous montrent une façon différente d'être humains ensemble. Ils nous rappellent que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais la porte d'entrée vers une connexion authentique et un soutien mutuel. Considérez comment vous pourriez créer ou renforcer ces types de connexions authentiques dans votre propre vie. Cela ne nécessite pas de grands gestes ou de changements dramatiques. Peut-être s'agit-il simplement d'établir un contact visuel et d'écouter vraiment quand quelqu'un vous parle. Peut-être de tendre la main pour prendre des nouvelles d'un voisin ou d'un ami. Offrir de l'aide sans rien attendre en retour. Ces petits actes de connexion créent des ondulations de guérison qui s'étendent bien au-delà de ce que nous pouvons voir. Les gens dans nos histoires ont aussi découvert quelque chose de beau sur le fait de trouver un but et un sens au milieu de la difficulté. Ils ont appris que le sens n'est pas quelque chose que nous devons chercher dans des endroits lointains ou des circonstances extraordinaires. Au lieu de cela, il émerge naturellement quand nous alignons nos actions quotidiennes avec nos valeurs les plus profondes, quand nous contribuons quelque chose de positif au monde qui nous entoure, aussi petit que cela puisse paraître. Un boulanger médiéval qui s'assurait que le pain était disponible pour sa communauté ne gagnait pas seulement sa vie, il participait à quelque chose de sacré, cette pratique humaine ancestrale de se nourrir mutuellement. Une guérisseuse de village qui s'asseyait avec les malades ne pratiquait pas seulement la médecine, elle incarnait la compassion et l'espoir. Il trouvait du sens dans l'acte ordinaire de se présenter à la vie avec présence et soin. Vous pouvez découvrir ce même sens du but dans votre vie moderne. Il peut se trouver dans la façon dont vous traitez un collègue en difficulté avec bienveillance, dans l'attention que vous portez à votre travail quotidien, dans l'amour que vous versez dans le soin de votre famille ou de vos amis. Le but n'est pas réservé aux célèbres ou aux puissants. Il est disponible pour quiconque choisit de vivre avec intention et cœur. Alors que nous approchons de la conclusion paisible de notre voyage à travers le temps, vous pouvez ressentir la satisfaction profonde d'une promesse tenue. Vous êtes venu chercher l'histoire de la survie la plus étonnante de l'humanité, et vous avez reçu quelque chose d'encore plus grand. Vous avez découvert non seulement comment nous avons survécu, mais comment nous avons appris à prospérer grâce à la collaboration, l'innovation et les liens incassables de la communauté. Imaginez-vous portant ces anciens cadeaux de sagesse dans votre propre vie. Ressentez cette confiance paisible qui naît de savoir que vous possédez des outils et des pratiques qui ont soutenu notre espèce à travers ces heures les plus sombres et peuvent vous accompagner à travers tous les défis. Envisagez-vous traversant vos journées avec la force douce de ceux qui ont affronté l'incertitude avant vous et ont trouvé des moyens de s'épanouir. Les trésors que nous avons découverts ensemble ne sont pas seulement des idées inspirantes à admirer de loin. Ce sont des cadeaux pratiques que vous pouvez déballer et utiliser immédiatement. La sagesse de travailler avec les rythmes naturels au lieu de contre eux. Le pouvoir de petites pratiques constantes. La force qui vient d'une communauté et d'une connexion authentique. Le sens qui émerge quand nous alignons nos actions avec nos valeurs les plus profondes. Et alors que vous vous installez dans la conclusion paisible de notre temps ensemble, laissez-vous ressentir la satisfaction profonde de savoir que vous êtes connecté à une longue lignée d'êtres humains sages et résilients qui ont trouvé des moyens de créer de la lumière dans les temps sombres, de l'espoir dans les circonstances difficiles et de la beauté au milieu du chaos. Reposez-vous maintenant dans le réconfort de cette sagesse ancienne, sachant qu'elle vit en vous, prête à vous guider et vous soutenir à travers toutes les saisons de votre vie. Et ainsi, chers auditeurs, alors que nous arrivons aux derniers instants de notre voyage à travers le temps, imaginez-vous vous installant doucement dans ce moment de connexion profonde à toute l'histoire humaine. Laissez-vous vous enfoncer plus profondément dans le confort de votre lit, sachant que chaque histoire que nous avons partagée ce soir a construit vers ce moment de paix parfaite. Imaginez, si vous le voulez bien, que vous vous tenez au bord de toutes ces chronologies que nous avons explorées ensemble, observant chaque fil de l'histoire se tisser en une magnifique tapisserie de l'expérience humaine. Les civilisations anciennes que nous avons visitées, les villages médiévaux où nous nous sommes réchauffés près de foyers vacillants, les ateliers de la Renaissance emplis du parfum de peinture fraîche et de possibilités,
Les colonies où les communautés se rassemblaient autour de tables partagées, les cités industrielles où le progrès marchait de l'avant avec détermination, et jusqu'à notre monde moderne où l'innovation continue de façonner demain. Chaque époque que nous avons explorée ce soir a fait face à ses propres défis uniques, à son propre hiver d'épreuves, à ses propres moments où la survie semblait incertaine. Pourtant, dans chaque chronologie, dans chaque recoin de l'histoire que nous avons visité, il y avait quelque chose qui demeurait constant, quelque chose qui n'a jamais vacillé même dans les moments les plus sombres. L'esprit humain indestructible, la capacité de résilience, la façon dont les gens trouvèrent de la chaleur dans la compagnie les uns des autres, de l'espoir dans la promesse du printemps, et de la force dans le simple acte de persévérer. Imaginez-vous maintenant comme un gardien de toutes ces histoires, un gardien de ces moments paisibles que nous avons partagés. Vous avez été témoin du courage des anciens bâtisseurs qui ont érigé des temples qui tiennent encore debout aujourd'hui. Vous avez ressenti la chaleur des foyers médiévaux où les familles se rassemblaient durant les longues nuits d'hiver. Vous avez respiré l'air des ateliers de la Renaissance où les rêves prenaient forme dans le marbre et la peinture. Vous avez marché dans les jardins coloniaux où les communautés plantèrent des graines pour des avenirs qu'elles ne verraient jamais. Vous vous êtes tenu dans les ateliers de la révolution industrielle où l'ingéniosité humaine a transformé le monde. Et vous avez vécu les changements rapides de notre ère moderne, où chaque nouveau jour apporte de nouvelles possibilités. Alors que vous vous reposez ici dans votre lit confortable, entouré par la douce obscurité de la nuit, vous pouvez sentir le poids de toute cette histoire se déposer autour de vous comme la plus douce des couvertures. Non pas le fardeau du temps, mais le réconfort de la continuité. La connaissance que vous faites partie d'une chaîne ininterrompue, d'expériences humaines qui s'étend jusqu'au tout premier commencement de la civilisation, et vers l'avant, dans un futur rempli de potentiel infini. Le souffle que vous respirez maintenant vous connecte aux premiers humains qui ont contemplé les étoiles et se sont interrogés sur leur place dans l'univers. Le battement de votre cœur fait écho au rythme d'innombrables générations qui ont fait face aux défis avec courage, qui ont créé la beauté à partir du chaos, qui ont choisi l'amour plutôt que la peur, l'espoir plutôt que le désespoir. Vous portez en vous les rêves d'ancêtres qui ont osé imaginer de meilleurs mondes, et la responsabilité de transmettre ces rêves aux générations à venir. Imaginez le fil doré qui vous connecte à Margot et ses innovations, à Henri et sa sagesse sur les systèmes naturels, à Catherine et ses connaissances de guérison, à Pierre et son artisanat, à Élise et sa vision éducative. Leurs découvertes, leurs collaborations, leurs découvertes sur la manière dont les êtres humains peuvent collaborer pour résoudre n'importe quel défi. Tout cela vit dans le monde qu'ils ont aidé à créer, le monde que vous habitez aujourd'hui. Alors que le sommeil commence à vous gagner, laissez-vous ressentir la gratitude profonde qui vient de la reconnaissance de votre place dans cette grande histoire de résilience et de créativité humaine. Vous n'êtes pas seulement un observateur de l'histoire, vous en êtes la continuation vivante. Dans vos choix quotidiens, vos actes de bonté, vos moments de courage, vos efforts pour vous connecter aux autres et apporter quelque chose de positif au monde, vous écrivez le prochain chapitre de cette remarquable histoire humaine. Les innovations en collaboration qui ont commencé avec la communauté de Maya continuent de se propager à travers le temps, apparaissant dans chaque lieu de travail où les gens choisissent la coopération plutôt que la compétition, dans chaque quartier où les étrangers deviennent amis, dans chaque famille où différentes générations partagent leur sagesse les unes avec les autres. L'héritage de ces anciens survivants qui ont refusé d'abandonner l'espoir vit dans chaque moment où vous choisissez de persévérer face à la difficulté, d'aider les autres dans le besoin, de croire que demain peut être meilleur qu'aujourd'hui. Reposez-vous maintenant, cher auditeur, dans la paix parfaite qui vient de savoir que vous êtes porté par quelque chose de plus grand que vous-même, la vaste et aimante étreinte de la communauté humaine qui s'étend à travers tout le temps et l'espace. Sentez-vous vous enfoncer plus profondément dans le confort, entouré par la présence chaleureuse de tous ceux qui vous ont précédé et la promesse brillante de tous ceux qui viendront après. Votre respiration se ralentit, devient plus profonde, plus paisible. Votre corps libère les tensions de la journée, s'installant dans la relaxation profonde qui vient de savoir que vous êtes exactement à votre place. Votre esprit devient silencieux, rempli non d'inquiétude ou de plans, mais de la douce satisfaction d'un voyage bien voyagé et d'histoires bien racontées. Alors que vous glissez dans le sommeil, emportez avec vous la chaleur de ces foyers anciens où les communautés se rassemblaient pour partager leur sagesse. Ressentez la force de ces innovations collaboratives qui ont transformé les intuitions individuelles en découvertes collectives. Souvenez-vous de la beauté de ces moments où la créativité humaine a fleuri malgré tous les défis, où l'amour a triomphé de la peur, où l'espoir a ouvert des portes vers des possibilités qui n'avaient jamais existé auparavant. Dormez profondément, sachant que vous faites partie de ce magnifique continuum d'expériences humaines. Rêvez doucement,
entouré par la présence aimante de tous ces innovateurs ancestraux qui ont découvert que les plus grandes percées ne viennent pas de la compétition, mais de la collaboration. Reposez-vous paisiblement, confiant que leur héritage de sagesse et de résilience vit en vous, prêt à vous guider et vous inspirer à travers toutes les aventures qui vous attendent. Bonne nuit, chers voyageurs à travers le temps. Que vos rêves soient remplis du doux réconfort de la sagesse ancienne et de la promesse brillante des possibilités de demain. Vous faites maintenant partie de cette magnifique continuité de l'expérience humaine, portant en vous à la fois l'héritage génétique de ces anciens survivants et la sagesse de l'innovation collaborative qui a transformé des familles dispersées en civilisations prospères. Dans vos choix quotidiens, vos actes de bonté, vos moments de courage, vous écrivez le prochain chapitre de cette remarquable histoire humaine. Si ce voyage à travers le récit de survie le plus extraordinaire de l'humanité vous a apporté paix et émerveillement, et si vous souhaitez continuer à explorer ces remarquables histoires de résilience humaine et de sagesse intemporelle qui nous unissent tous, je vous invite à rejoindre notre communauté grandissante de compagnons de voyage à travers le temps. Ensemble, nous découvrirons d'autres trésors dissimulés dans les moments les plus inspirants de l'histoire. Dormez bien, chers voyageurs, en sachant que vous portez l'esprit indomptable des plus grands survivants de l'humanité. Faites de beaux rêves emplis du réconfort de la sagesse ancienne et de la brillante promesse des possibilités de demain.